Excusez-moi, avec cette chaleur, bien, on a choisi le bonjour là. Alors bonjour à tous, vous êtes bien arrivés à Montpellier là, sous un bon climat. Bien, je me présente, alors je suis Raymond Malart, actuellement président de cette association la CCM, Connaître et combattre les myélodysplasies. Nous sommes heureux de vous recevoir au CHU de Montpellier, cet hôpital Saint-Éloi. Je vous remercie d'affronter la chaleur pour assister à cette réunion. Cette séance va se dérouler en deux parties. Présentation d'un film, ensuite échange avec vous et réponse aux questions posées sur Internet aussi. Nous avons eu des questions. Notre secrétaire d'association, donc Evelyne Chartier, vous animera le débat. Et je remercie par avance les médecins qui ont pris sur leur temps de ce samedi pour venir nous répondre aux questions. Alors Laurence Sagne, c'est comme ça, c'est un prénom, un nom de par là. Et Francine Paul ici. Francine, excusez-moi, oh là là. Bien. Alors, on va débuter. Donc, la séance est filmée, là. Et voilà, si vous avez soif, voilà. Bien, alors je laisse la parole à Evelyne. Qu'est-ce qu'on attaque ? On va commencer par le film et puis après, on passera aux questions. Donc, on peut lancer le film tout de suite. Bon, c'est vrai qu'on tombe du grenier, quoi. Hein. Oui. Tout s'est effondré autour de moi, quand même, quoi. Mais il n'y a pas, il fallait rebondir. Je ne m'attendais pas à ça, et puis je pensais que ça arrivait qu'aux autres, quoi. J'avais des symptômes d'essoufflement et tout, mais bon, j'ai mis ça sur l'âge, j'ai mis ça que je faisais pas de sport, mais je pensais pas à aussi grave, quoi. J'ai un de mes fils qui est infirmier, qui a trouvé anormal que j'ai des bleus énormes sur le corps. De là, bon, il a voulu me faire une prise de sang pour regarder ce qui se passait. On s'est aperçu que j'étais anémié, mais vraiment énormément. D'un seul coup, je me suis senti un peu dégradé physiquement. Puis je suis quelqu'un d'assez speed, et je me sentais un peu plus mou que d'habitude. On se promenait énormément avant. Là, il n'était plus prendre ça parce que je ressentais rien du tout. C'est une maladie où on n'a pas de douleur spécifique. Et ça a été très, très rude. Un coup de massue, pourquoi ça me tombe dessus, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai une vie saine, c'est le coup à pas de chance. Le symptôme plus caractéristique, c'est vraiment la fatigue et l'anémie. Ça va pousser le patient à aller consulter, parfois son généraliste, parfois même dans le cadre d'une visite de routine. Sur la numération formule sanguine réalisée dans un laboratoire, on observe ce qu'on appelle des cytopénies, donc un manque soit de globules blancs, de globules rouges ou de plaquettes, parfois combinés, qui vont expliquer ces symptômes. On est rapidement amené, via l'hématologue spécialiste, à réaliser ce qu'on appelle un myélogramme. Et le diagnostic de myélodysplasie se fait par l'analyse des cellules de la moelle osseuse, prélevées ici au niveau sternal la plupart du temps. Et c'est vraiment l'analyse au microscope, on appelle ça la cytologie, qui va permettre de poser le diagnostic de syndrome myélodysplasie. Ce qu'on recherche à l'heure actuelle, on analyse bien sûr les cellules, leur aspect au microscope, la cytologie. Il y a des analyses de ce qu'on appelle la cytométrie en flux, c'est-à-dire qu'on est capable, par des machines un peu sophistiquées, de regarder quelles sont les protéines exprimées à la surface des cellules, ce qui permet surtout de définir le type de myélodysplasie. Et puis, quelque chose en plein essor qui est maintenant reconnu de manière internationale, c'est l'impact des mutations génétiques que l'on trouve dans les cellules des patients porteurs d'un SMD. Et ça,
ce n'est pas ce qui permet de poser le diagnostic, mais ce qui va permettre d'affiner le pronostic des patients. L'avancée qu'on a, c'est vraiment l'inclusion des données de cytométrie en flux, donc l'analyse par technique avec des automates spécialisés on va dire de ce qui est exprimé à la surface des cellules, et bien sûr l'intégration des données des mutations génétiques. Les patients vont recevoir des comptes rendus avec des noms de gènes un peu bizarres, un peu barbares, des acronymes qui vont montrer des mutations. En fonction des mutations présentes chez le patient, on est capable maintenant, avec à l'aide d'un score moléculaire qui s'appelle l'IPSS-M moléculaire, de prédire l'évolution des patients et de les ranger entre guillemets en catégories de faible risque d'évolution ou de très haut risque d'évolution. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu maintenant depuis une dizaine d'années, mais qui rentre vraiment dans notre pratique quotidienne depuis l'été 2022, où c'est devenu quasiment obligatoire d'évaluer le pronostic des patients par ces approches de séquençage de gènes qu'on appelle séquençage au débit à l'heure actuelle. Pour faire de la recherche, pour avancer et trouver des pistes thérapeutiques ou comprendre mieux la physiopathologie de la maladie, on aime avoir des modèles expérimentaux. Les modèles expérimentaux, c'est quand on a des cellules qu'on modifie pour reproduire la maladie. Dans les myélodysplasies, il n'existe quasiment pas de modèles expérimentaux. Donc on a besoin des échantillons des patients pour comprendre comment ça se passe, comment on avance et traiter, et en tout cas envisager des nouvelles pistes thérapeutiques. L'étude de l'inflammation des patients, c'est quelque chose d'assez important. Des études aux États-Unis ont montré que par des traitements anti-inflammatoires un peu ciblés, on arrivait à corriger l'anémie, alors pas forcément toujours en lien avec la myélodysplasie, mais on sait que dans ces maladies-là, il y a une inflammation, et on sait que cette inflammation doit être considérée dans les années qui viennent comme une cible thérapeutique additionnelle des cellules hématopoïétiques malades chez lesquelles on trouve des mutations. Une fois de plus, une myélodysplasie, c'est une maladie qui n'a pas qu'une seule mutation, il y a plusieurs anomalies. Alors ça pourrait nous sembler évident, on se dit on a plusieurs cibles, donc on pourrait avoir plusieurs points de levier pour taper sur la cellule, mais en final, pas tant que ça. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne, toujours avec l'aide des patients, étudions les entités les plus rares pour avancer ensemble dans la prise en charge de ces pathologies. Pour les syndromes myélodysplasiques dits de bas risque, le principal objectif qu'on va chercher à obtenir, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et donc de se focaliser sur les symptômes qu'ils peuvent avoir. Et puisque dans la plupart des cas, le principal symptôme ou la principale anomalie qui va amener le patient, c'est le manque de globules rouges ou l'anémie. Donc notre but en tant qu'hématologue, ça va être d'améliorer les symptômes du patient pour qu'il retrouve une vie la plus normale possible. On ne peut pas dire que les patients vont rester de bas risque toute leur vie, c'est le suivi qui va nous permettre d'observer ça, en tout cas de surveiller ça. Mais il y a des patients qui restent en bas risque pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Dans ce contexte-là, dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque, on va être amené à prescrire de l'EPO qui va stimuler au niveau de la moelle osseuse la production de globules rouges, dont le but est d'augmenter le taux d'hémoglobine et donc de diminuer la fatigue. On le prescrit chez tous les patients qui sont anémiés et qui ont une fatigue, en espérant que ça induise une réponse et que ça permette d'améliorer cette fatigue. Il y a plusieurs types d'érythropoïétine. Quand un patient ne tolère pas l'injection, on peut changer de type d'érythropoïétine, mais en général, c'est très bien toléré. Je dirais que ça va mieux au retour, c'est mieux quoi. Mais malheureusement, ça dure pas très longtemps. Pour les transfusions, contrairement à l'érythropoïétine, on ne peut pas le faire à domicile. La transfusion va apporter beaucoup de fer et ce fer, le corps n'a pas les capacités et parfois proposer des traitements chélateurs du fer pour éviter les complications à long terme. Et le problème, c'est qu'on est transfusé moi, ils ont mis la barre à 9. Et quelquefois, je leur dis, remettez-moi une dose, que je sois plus haut, je vais me sentir mieux. Non. Ils me mettent à 9, voire 8,5 quelquefois, mais ils ne veulent pas aller au-dessus. Ils ne veulent pas augmenter, alors que je me sentais mieux. À partir du moment où vous ne pouvez plus faire ce que vous aimez faire ou ce que vous devez faire, que vous êtes obligé de prévoir quand vous allez faire un truc, est-ce que je vais pouvoir tenir ou il faut que je me fasse transfuser okay. C'est vachement pénalisant, quoi.
aussi un autre traitement maintenant disponible qui s'appelle le Luspatercept et qui est un traitement qui, comme le PO, se fait à domicile en injection sous-cutanée. Ce traitement il est disponible en France depuis 2022 maintenant, hors essai clinique, et on a obtenu des réponses chez des patients qui l'avaient perdu sous érythropoïétine. Donc c'est un traitement qui est très intéressant. Ça peut être une alternative chez les patients qui sont notamment qui ont un syndrome myélodysplasique avec sidéroblaste en couronne. Pour les autres patients, il y a des essais, notamment des essais du GFM, qui essaient d'utiliser ce nouveau traitement seul ou en association avec l'érythropoïétine pour essayer de voir si on peut obtenir une meilleure réponse. Et en tout cas, ça a permis chez des patients qui étaient transfusés régulièrement, tous les 15 jours, voire toutes les semaines, d'augmenter leur taux d'hémoglobine et de moins avoir besoin de transfusion. J'étais assez content de ce traitement au Luspatercept parce que ça permettait au moins de stabiliser le taux. Si j'avais pu l'avoir tout de suite, ça aurait été bien, mais c'est spectaculaire parce qu'on avait une réunion de famille à Noël, entre Noël et le Nouvel An. Bon, je tenais le coup, mais j'étais pas dans une forme absolue. Et puis 2 mois après, c'est reparti, quoi. Il y a quelques traitements qu'on a disponibles dans certaines formes très particulières de syndrome myélodysplasique de faible risque, et notamment, je pense au Revlimid, qu'on donne dans une catégorie vraiment à part, qu'on appelle les syndromes 5Q-, qui sont des cachets à prendre à domicile 21 jours sur 28 et qui permettent, dans la plupart des cas, d'obtenir une indépendance des transfusions. Il y aura 10 ans au mois de septembre. On m'a toujours dit que tant que le médicament marchait, on devait continuer, surtout pas l'arrêter. Donc c'est ce qu'on fait, quoi. Tant que je vais y arriver, comme je dis toujours, ça ira. Les objectifs pour traiter un patient qui a un syndrome myélodysplasique de risque vont varier en fonction de la typologie des patients. Chez quelqu'un de jeune, on va essayer d'obtenir la guérison. Chez les patients plus âgés, l'objectif est d'obtenir une diminution des cytopénies grâce, encore une fois, à un traitement par chimiothérapie. L'objectif est d'obtenir une rémission de la maladie la plus longue possible. Le traitement de référence aujourd'hui des syndromes myélodysplasiques repose sur un médicament qui s'appelle l'azacitidine. J'ai voulu refuser, j'ai dit bon, laissez, on va réfléchir. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de commencer un style de chimio. J'ai compris que c'était ça. On a fait un petit conseil de famille. J'avais pas envie. Et bah, ça a été bon de se réunir avec mon mari, mes 3 filles, et qui tous ont dit « mais si, il faut te soigner, voilà, allons-y, on te soutient ». Le principe du traitement par Vidaza, c'est un traitement qui est assez intéressant. C'est un médicament qui est actif, qui a des effets secondaires, évidemment comme tout traitement. L'effet secondaire principal, c'est qu'il va temporairement, potentiellement aggraver les cytopénies. Si le traitement fonctionne, cette diminution va s'amoindrir au fil des cycles. Cette molécule agit aussi relativement lentement. On attend classiquement au moins 3 cycles de Vidaza, voire 6 cycles, avant d'évaluer la réponse au traitement. Le Vidaza a une action suspensive. Il peut obtenir des rémissions, c'est-à-dire une disparition des caractéristiques du syndrome myélodysplasique, une normalisation de l'hémogramme. Il est vrai que quand on débute un traitement par Vidaza, il est difficile de donner une perspective au patient pour dire combien de temps le traitement est administré. À partir du moment où on l'a démarré et qu'on a une efficacité, on essaye de le poursuivre pour garder une pression sur la maladie. J'ai depuis quelque temps une cure de 5 jours, toutes les 5 semaines. Un beau jour, j'ai demandé de
de reculer, tellement j'avais de difficultés à supporter cette cadence. Et ça me convient vraiment mieux, oui, et je voudrais en rester là. On discute parfois d'adjoindre un traitement par venetoclax au Vidaza. C'est une nouvelle gamme de traitements qui est en cours de développement. Tous les patients ne répondent pas à cette association, mais c'est une perspective d'avenir qui est intéressante dans les traitements des syndromes myélodysplasiques. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est le fait de donner la moelle de quelqu'un d'autre pour se déployer chez le receveur sans la maladie. L'idée étant que le système immunitaire du donneur, qui est compris dans ces cellules souches, vienne pouvoir se développer chez le receveur, se déployer complètement, et que ce système immunitaire transmis, donné, puisse contrôler les cellules souches leucémiques du patient et éviter la rechute. Et ceci est le seul moyen de guérir de la maladie aujourd'hui. J'avoue que quand on rentre dans cet endroit, c'est pas le meilleur moment de votre vie, hein. C'est un petit peu comme si vous rentriez, je sais pas, à l'internat peut-être, ou peut-être en maison de retraite pour les gens qui rentrent en maison de retraite, j'en sais rien, mais c'est pas le meilleur moment de votre vie. Moi, j'avais amené ma radio, j'avais amené mon ordinateur, j'avais emmené ma tablette, j'avais emmené des tas de choses en fait. Bon, j'ai un peu négocié pour emmener toutes mes affaires, mais je me suis recréé un cocon. Et puis je me suis dit, t'es là, tu as la chance de pouvoir regarder par la fenêtre, d'avoir un lever de soleil magnifique. Et puis, c'est comme si tu étais à l'hôtel en fait. Hein. La réalisation d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est une thérapeutique assez lourde, qui est grévée de complications qui sont importantes. Et la balance bénéfice-risque, lorsqu'on prend un peu d'âge et qu'on a ces problèmes de santé qui existent, va se modifier. Le jour de la greffe arrive, et là c'est relativement magique, parce que vous avez un infirmier qui vient et qui vous branche le sang qui arrive. Hein. Enfin, c'est simplement une transfusion, ça n'a rien de dramatique. Puisqu'on m'a dit que c'était un jeune homme de 26 ans, je me suis dit, ça y est, j'ai la greffe d'un mec de 26 ans dans mon corps, va falloir que je l'honore quand même. Donc tous les jours, je lui disais merci en permanence. Puis je me disais, on va cohabiter, il faut qu'on cohabite très bien. Il peut y avoir des effets secondaires un peu particuliers qui vraiment est dans le champ typique de la greffe de moelle osseuse, qui sont la réaction du greffon contre l'hôte. Le système immunitaire, il a plutôt tendance à être agressif. Et donc il peut abîmer un peu la peau, le poumon, le tube digestif, c'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Le pendant positif de cet élément, c'est l'effet du greffon contre la maladie. La maladie ne va pas reconnaître les cellules souches leucémiques, les cellules blastiques, et va les détruire. C'est l'effet attendu. Pour qu'il y ait une coexistence pacifique entre ces deux systèmes, le système immunitaire du donneur et le donneur, il est nécessaire de lui administrer des casques bleus pour que tout le monde coexiste le plus paisiblement possible. Ces casques bleus, c'est ce qu'on appelle un traitement immunosuppresseur. Et donc ce traitement immunosuppresseur, il va durer au moins la première année de traitement à peu près. Alors moi, je suis très bien. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ma forme. J'ai quand même des petits moments de fatigue. Mais bon, j'ai aussi 67 ans, hein, donc je ne sais pas trop. Hein. J'ai des moments de fatigue, des fois après les repas ou des choses comme ça. J'ai plus de nausées, j'ai plus d'aft, j'ai plus de choses comme ça, c'est fini. Les nausées, ça a été fini 3 mois après déjà. J'ai des petits moments de fatigue et j'ai encore quelques difficultés de concentration. Et je pense qu'il faut... Au bout d'un an, on est déjà mieux. Mais mes enfants ne le voient pas, hein. Mes enfants, ils voient que je suis revenue comme avant. Ça, c'est moi qui le ressens. C'est moi qui ressens qu'il y a encore quelques difficultés.
On avançait step by step, pas à pas, pour arriver à quelque chose de formidable. C'est une expérience de vie. Voilà, c'est une expérience de vie. Depuis plusieurs années, il y a eu des décisions qui ont été prises et donc on a vu apparaître la prise en charge des patients avec des soins de support. Vous avez déjà toute une partie qui est déjà assurée par l'hôpital avec pour donner accès aux malades à la prise en charge psychologique, à la prise en charge sociale, à la prise en charge au niveau diététicienne. Ça c'est le socle des soins de support. Et puis après vous avez un deuxième panier de soins de support qui pour le coup n'est pas financé par l'hôpital mais qui peut être mis en place par des soutiens d'associations et qui ont vraiment montré un impact sur la prise en charge des patients, comme l'activité physique adaptée, la socio-esthétique ou l'art-thérapie. Et donc tout ça, c'est des accompagnements de malades qui permettent de mieux vivre à la fois le diagnostic, à la fois la prise en charge thérapeutique. Et ça a vraiment montré son intérêt sur la tolérance des traitements, garder le rythme des traitements, se sentir mieux et donc avoir une meilleure réponse au traitement aussi. D'un point de vue médical, je pense que donner accès à ce type de soins, on voit le bénéfice pour le patient. On voit le bénéfice en termes de qualité de vie, on voit le bénéfice en termes d'adhésion au traitement et ça a vraiment un impact. Les patients en tirent un bénéfice, donc du coup il faut pouvoir le poursuivre dans le temps parce que ce type de soins, il doit être du début au fur et à mesure du traitement. C'est vraiment important que ça soit la répétition. C'est un accompagnement. Donc c'est pas quelque chose de ponctuel une fois. Les docteurs sont pas très informés là-dessus. Et donc du coup, moi je savais pas qu'il y avait vraiment des choses qui sont disponibles et qui sont disponibles un peu partout en France. Il faut juste bien orienter le malade. Pour la prise en charge, il y a une partie des mutuelles qui peuvent prendre en charge quelques séances pour chaque patient. C'est dépendant des mutuelles. Donc les soins de support peuvent être aussi faits à domicile, mais il faut trouver soit des associations, soit des prestataires de services qui le font et qui mettent en place ce type de soins de support. Bon, je ne savais pas trop si ça pouvait m'apporter quelque chose et puis au final, je me suis accrochée à ça pendant toutes mes semaines d'hospitalisation. Ouais, ça m'a beaucoup aidée. Le patient il va être en chambre stérile, son activité physique va être beaucoup plus limitée par rapport à quand il est à la maison. Donc le patient aura tendance à perdre un petit peu en masse musculaire. Il est dans un environnement restreint. Parce que plus on vient faire du renforcement musculaire, au moins le patient pourra perdre du poids. C'est l'objectif thérapeutique numéro 1 pour les patients qui sont atteints d'une SMD. Quand on est en traitement, nous on pousse les patients à faire de l'activité physique parce qu'au plus ils sont costauds, au mieux il y a une tolérance au niveau du traitement et surtout au moins ils perdent en masse musculaire, ils sont plus toniques, c'est vraiment important. On va demander quelle est la forme du jour, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez passé une bonne nuit. On va venir évaluer un petit peu la fatigue du patient et comment il se sent. On va demander ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a envie plutôt de travailler les bras, plutôt de travailler les jambes, plutôt être assis, allongé ou debout. Déjà on va adapter les exercices par rapport à ça, juste déjà la posture et après on va un peu dans le sens de ce qu'il a envie de faire. On peut éventuellement, si le patient est suivi par un prof APA, c'est de faire un bilan d'entrée avec des tests physiques pour savoir vraiment d'où on démarre, où est-ce qu'il y a des petites faiblesses, connaître un peu plus le patient sur ses capacités physiques et après devenir crescendo, effectivement faire un programme qui va monter un petit peu en intensité mais très doucement en crescendo, démarrer doucement et au fur et à mesure des exercices monter un petit peu plus en puissance, en endurance sur les séances, voire même augmenter le nombre de séances dans la semaine. Tout doit se faire marche par marche et puis de manière douce. Ça m'a un petit peu sauvée, on va dire, dans le quotidien du secteur stérile. Je pense que si j'avais pas fait le sport qui m'avait été indiqué, j'aurais eu de la difficulté à marcher, beaucoup de difficultés à marcher en sortant. Oui, ça c'est sûr. On a des livrets avec des petits exercices à domicile où on travaille tout. Il y a des exercices pour les bras, il y a des exercices pour les jambes, pour les abdos, pour le dos. On a un petit peu de tout, c'est à eux de piocher et de faire ce qu'ils ont envie. Sinon, on a tendance plutôt à les réorienter vers des associations, des structures adaptées au plus près de chez eux pour continuer de l'activité physique adaptée mais de manière bien encadrée par un professionnel.
Et l'assurance maladie ne rembourse pas l'activité physique adaptée, même si on a parlé pendant un petit moment de sport sur ordonnance, c'est juste une façon de... On prescrit des médicaments, là on prescrit de l'activité physique, c'est pour que le patient comprenne que le sport est vraiment thérapeutique, on peut le prescrire comme un médicament. Mais après, les associations proposent toujours restent quand même sur des tarifs très accessibles. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux patients. Il y a quand même beaucoup de monde ils sont très demandeurs en général de soins de support. Et en plus de ça, ça fait penser à autre chose. On passe un bon moment, on rigole. Enfin, voilà, c'est assez. On porte la blouse, mais on a quand même un contact avec les patients qui est assez proche. C'est dans les confidences. C'est autant un moment de bien-être physique et à la fois aussi psychologique. Il faut se forcer, il faut se faire violence, parce que la fatigue, oui, elle est là, mais je pense que c'est dans la tête. Quand on ne s'écoute pas trop, quand on se dit, oui, je suis fatiguée, mais ça ne m'empêche pas de tenir sur mes jambes, et puis je vais essayer 2 minutes, 3 minutes, puis 5 minutes le lendemain, et puis ainsi de suite. Ça nous permet de voir que c'est pas fini, en fait. Nous, les socio-esthéticiennes, on se sert de notre outil, donc l'esthétique, pour rentrer en lien avec le patient et pour l'aider à mieux vivre cette hospitalisation, en fait. Et donc, on va utiliser les soins pour la détente, par exemple, aussi pour pallier aux effets des traitements sur la peau. Donc là, on va être là pour les conseiller, quelle routine de soins à avoir pour avoir une peau plus confortable. La socio-esthéticienne va s'occuper du patient, mais vraiment dans son ensemble. C'est vraiment j'ai remarqué que souvent, ils oublient forcément de se prendre soin d'eux et le corps est un peu oublié. Et nous, on est là pour qu'ils reprennent contact avec leur corps. Et ce que je propose aux patients, soit un massage, donc c'est vraiment pour la détente, donc on met une petite musique douce, on atténue un petit peu la luminosité. Donc ça peut être des massages pour reprendre contact avec leur corps, ça peut être des soins du visage, massage du visage, ça peut être un massage du crâne. Au moins pendant le moment où je suis avec eux, oublier un petit peu cette période compliquée, au moins juste pendant le soin, et faire ressentir au corps autre chose. C'est important aussi de leur faire que le corps aussi ressente des choses agréables pendant ce moment-là. Moi, ça a été un moment vraiment d'évasion. Ça a été vraiment déjà le massage en lui-même, forcément sur un corps qui maigrit un peu, qui se dénutrit un petit peu. Ça a un effet bénéfique et surtout mentalement. Et c'est toute cette combinaison de soins esthétiques, de massages, de conseils qui peuvent nous apporter aussi. Moi, j'ai tout pris. Quand ils ne sont pas hospitalisés, il y a d'autres structures qui existent où ils peuvent s'inscrire, adhérer à des associations et là, ils peuvent bénéficier aussi de soins, mais c'est hors de l'hôpital. La socio-esthétique, oui, à l'hôpital, je pense qu'il est considéré comme un luxe et pour certains, n'a pas d'intérêt malheureusement. Et ça, on se bat, moi je me bats pour ça, pour vraiment prouver que la socio-esthétique à l'hôpital a son importance. Pour que le patient se sente bien déjà, et s'il se sent bien dans son corps, déjà, pour le reste, ça sera un petit peu mieux. C'était très bien, c'était une belle découverte, une belle rencontre avec la dame qui venait faire l'art-thérapie. Donc en fait, tout est bon à prendre et il faut au moins essayer. L'art-thérapie, si c'est adapté à quelqu'un qui est un peu bloqué, mais j'ai pas envie de me lancer dans un cours de dessin où je me sentirais un peu ridicule parce que je verrais les voisins qui font de belles choses. C'est plus la thérapie, par l'art, pour me défouler. Que l'art-thérapie, c'est en discipline, en accompagnement
pour permettre aux personnes de s'évader à travers les moyens artistiques. Donc c'est un langage d'autre que le verbal. Et la spécificité de l'art-thérapie, qu'on peut mobiliser plusieurs choses, autant au niveau mental, psychique, physique et relationnel. Ça, qu'on m'a toujours dit, Monica va voir tel et tel patient puisqu'il adore l'art. C'est pas une indication, on va pas voir les gens juste parce qu'il adore peindre, il adore dessiner. Il fallait dire, Monica va voir tel et tel patient parce qu'il est anxieux. Notamment, et qu'est-ce que tu peux faire à travers l'art. Donc, par exemple, dans le secteur protégé, je travaille beaucoup comment le patient peut poser un regard différent sur cette pièce où il est enfermé et qu'il ne voit pas juste comme quelque chose de négatif, mais qu'il voit à travers une prisme positive. Donc moi je viens avec ma mallette et donc par exemple on va travailler beaucoup sur la lumière parce qu'il y a beaucoup de lumière dans les chambres, il y a beaucoup de fenêtres. Donc c'est vraiment une activité qui permet vraiment d'avoir une parenthèse, un temps pour soi. On oublie presque qu'on est à l'hôpital. C'est souvent ça le retour des patients. C'est à la fin de séance, ils disent j'ai oublié le temps, j'ai oublié l'espace et j'avais presque l'impression d'être ailleurs. De pouvoir proposer une activité artistique qui leur permet à la fin de séance de dire regardez ce que j'ai fait, c'est beau. Pour moi, c'est vraiment ça l'aboutissement de la fin de séance. Et c'est pas parce qu'il est beau, c'est plutôt parce que j'ai réussi à lui provoquer ces sentiments que je suis malade, mais je suis capable de faire quelque chose de beau. À travers l'art, on peut faire vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui, il faut encore beaucoup justifier, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup éduquer, mais il y a de plus en plus des sources scientifiques, des études cliniques en fait qui prouvent réellement les bienfaits de l'art. Je pense qu'il faut toujours espérer, avoir l'espoir que le traitement va enfin améliorer la situation. Il faut de la constance, il faut un peu d'humilité, de ne plus être un peu comme on faisait avant, mais que c'est peut-être qu'un état passager. Mais surtout garder espoir et puis surtout pas partir en lamentation, quoi, pas se laisser aller. Et puis en parler, pas avoir peur d'en parler, de s'exprimer, pas le garder pour soi, puis c'est un peu ridicule. Il faut pas avoir peur d'en parler de sa maladie, de pouvoir s'exprimer dessus, expliquer, voilà, j'ai ça. J'évite de pleurer avant d'avoir mal. Je me dis, voilà, aujourd'hui, vous voyez, je sais pas chez vous, mais ici il fait beau. Voilà, il faut se dire, il y a des jours il fait pas beau, puis il y a des jours il fait beau. Donc quand il fait pas beau, il faut essayer de se dire, s'accrocher à quelque chose, et puis profiter de la vie. Comme mon mari disait toujours, bonjour le matin, je suis encore vivant, et le soir, merci de ma journée que j'ai passée. Il faut y aller. Le tout, c'est de profiter de la vie selon ce qu'on peut faire, mais c'est de profiter de la vie, des bons moments, même si quelquefois c'est des petits trucs, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai toujours voulu vivre jusqu'à 90 ans, tué par un mari jaloux. Hein, Donc non, les gens, moi je donnerais un conseil, c'est de vivre, quoi, mais pas dans l'excès, de rester comme on est. Après tout, vivre avec cette maladie et puis essayer justement de garder une ligne de conduite, quoi, pas se laisser tomber non plus, se dire ouais, bon c'est dit, je suis foutu. Quand on arrive à prendre un petit peu de recul par rapport à la maladie et à parler avec des gens qui sont passés par ce stade de difficulté, ça fait du bien. Il faut surtout avoir un mental qui fonctionne bien. Mais c'est quand même un voyage en terre inconnue, avec peut-être un objectif. Quand je demande combien de temps je vais encore vivre, personne ne me répond. Alors vivons au jour le jour, avec les petits clins d'œil de la vie, de chaque jour et les petits bonheurs. Là, ce petit film vous a peut-être permis d'ouvrir à
d'avoir une vision plus large sur la maladie. Et c'est vrai que ce qui est important, comme cette maladie n'est pas tellement connue, de parler entre nous, d'échanger, etc. Les échanges avec les médecins sont parfois très bien, des fois c'est plus compliqué, ça peut arriver, et parce que c'est quelque chose qui est très émouvant, et les médecins c'est une pathologie qui est très technique, je dirais, donc qui évolue beaucoup, donc c'est pas toujours simple d'expliquer. Et notre association, elle essaye de mettre un peu de fluidité dans tout ça et d'expliquer, et que les médecins puissent garder leur temps médical, et que nous, médecins, nous patients, pardon, on puisse évoluer le mieux possible en connaissance de cause ou pas. Donc c'est important d'échanger entre nous. Moi personnellement, j'ai été greffée il y a 2 ans et demi. Je vais particulièrement bien. Quand j'ai été greffée, j'avais regardé le film de CCM, qui n'est pas celui-ci, qui est un autre. Il y avait une dame de 72 ans qui était en super forme. Et c'est vrai que le jour où j'ai regardé le film, parce que c'était comme ça, c'était quand j'étais en chimio d'induction. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de raison, ça va aller, c'est super, c'est ça que je veux. Je veux être comme ça après. Bon, j'ai de la chance, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que ce que vous avez entendu en disant qu'on voit la vie différemment et tout est beau, c'est un peu vrai, quoi. Enfin, déjà, moi, j'étais relativement optimiste, mais alors là, maintenant, si vous voulez, je ne sais pas que je suis optimiste, c'est que je vis chaque moment. Et c'est très agréable. Voilà. On va passer aux questions. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot tout de suite. On m'entend ? Ouais. Il faut que j'appuie sur le bouton en bas ? Non, c'est pas la peine ? Ouais. Juste pour les présentations, parce que moi je travaille pas à Montpellier, donc moi je suis Laurence Sagne, je suis hématologue au centre hospitalier de Perpignan, donc ça c'est une réunion qu'on a fait qui est une réunion régionale, et voilà, je fais partie du groupe français des myélodysplasies, et donc effectivement je suis la référente sur Perpignan pour les myélodysplasies. J'ai juste une toute petite remarque à faire sur la présentation, si vous me permettez. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce qui peut être fait dans le secteur stérile, pour les allogreffes, etc. Ça a pris une bonne partie de l'intervention. Et en fait, je voulais juste quand même rappeler que l'allogreffe concerne une très faible minorité des patients qui sont porteurs de myélodysplasie. Et ça, je pense que c'est important. Parce qu'effectivement, nous, on a beaucoup de gens qui font des demandes et qui sont dans un état physique ou qui ont un âge qui n'est pas compatible avec la réalisation d'une allogreffe. Donc, il faut faire attention peut-être, juste pour moi là-dessus, à ne pas présenter ça comme quelque chose qui peut être miraculeux pour tout le monde. Voilà. Clairement, c'était juste mon petit bémol par rapport à ça. Parce qu'on a ces questions-là souvent et c'est un peu, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, je pense que Franciane et moi, on répondra un petit peu alternativement à vos questions en fonction de ce que vous voulez. C'est vrai que cette année, le film était très axé sur les soins de support. Il y avait peu d'explications sur peut-être ce qu'on appelle les cytopénies, les classifications, et j'ai vu qu'il y avait ça représentait pas mal de questions, donc voilà, on commence quand vous voulez, en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Hein. Oui. Donc moi je suis Paul Franciane, donc je suis hématologue ici au CHU de Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi. Vous pouvez parler dans le temps fort. Je lui dis depuis 20 ans. Dans le micro. Elle n'est pas dans la salle. D'accord. C'est que dans le micro. D'accord. Donc moi je suis Paul Franciane, je suis hématologue au CHU de Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi. Donc voilà. Je suis aussi référente myélodysplasie dans le service et je fais partie aussi du GFM. Voilà. Oui, alors pour répondre pour les greffes, c'est vrai que on a peut-être un peu axé là-dessus parce qu'on veut rassurer les gens qui vont avoir une greffe, parce que c'est quand même pas un voyage aux Seychelles. Donc du coup, c'est peut-être un petit peu, effectivement, tout le monde ne bénéficie pas d'une greffe et tout le monde... c'est pour ça que dans la vie, plus on est en forme, mieux c'est quand même aussi, parce que ça permet des fois de supporter mieux les traitements quand on en a besoin. On va passer aux questions. Donc Jacqueline nous demande combien de personnes sont touchées en France et est-ce en augmentation et pourquoi si c'est en augmentation?
Une de vous deux veut répondre? Je commence parce qu'en fait, moi, honnêtement, avant de voir la question, l'incidence des myélodysplasies, les chiffres, je ne les connaissais pas. Voilà, ça fait partie quand même, ce n'est pas la maladie la plus fréquente dans les maladies de la moelle osseuse, maladies hématologiques. Ça représente environ que 10% des maladies de la moelle osseuse, donc il y en a, enfin, maladies hématologiques au sens large. L'incidence, c'est à peu près 4 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3-4 000 nouveaux cas en France. C'est pas très variable en fait. Il n'y a pas beaucoup de variations dans les pays européens, mais par contre l'incidence, c'est-à-dire le risque d'avoir cette maladie augmente avec l'âge, puisqu'en fait au-delà de 80 ans, on est plutôt sur une incidence de 20 pour 100 000 personnes à peu près, et donc le risque de myélodysplasie augmente avec l'âge. Voilà, je ne sais pas si ça suffit pour répondre à la question. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. Il y avait une question sur la découverte de la maladie, quand, où, comment et par qui. Bon, par qui, vous avez compris que c'était la fatigue. Quand il parle d'anémie en tant que patient, ça ne veut rien dire. Est-ce que j'ai une anémie? Non, je suis fatiguée. Je vais voir mon médecin parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est essentiellement ça, ou des prises de sang fortuites. Enfin, je ne sais pas, c'est un petit peu ce qui me semble être juste. Des infections à répétition, parfois ça peut être, ou des hématomes, comme il y a eu. Concernant les mutations génétiques, quels gènes sont fréquemment mutés dans les SMD et quelles sont les implications pronostiques? Alors là, il y a une réponse qui va être... Donc effectivement, il y a les deux questions qui sont corrélées. Hein. Donc il y a 2 scores pronostiques qui sont utilisés à l'heure actuelle. Pardon. Oui, donc il y a 2 principaux scores pronostiques qui sont utilisés, qui sont l'IPSS-R et l'IPSS-M. Donc ça prend en compte le niveau des cytopénies. Donc, que ce soit l'anémie, donc la baisse d'hémoglobine, la thrombopénie, la baisse des plaquettes, et la neutropénie, donc la baisse des neutrophiles, le pourcentage de blasts qu'on a dans la moelle, et les anomalies cytogénétiques, donc des anomalies au niveau des chromosomes. D'accord, donc ça c'est pour l'IPSS-R. Et l'IPSS-M ou moléculaire associe en fait la présence de certaines mutations qui peuvent survenir dans les myélodysplasies. Donc au niveau fréquence, donc il y a des mutations surtout qui peuvent être retrouvées dans les myélodysplasies de faible risque, et notamment la mutation SF3B1 qui a un intérêt notamment au niveau thérapeutique. Et après il y a d'autres mutations qui sont souvent associées en fait à la survenue de myélodysplasie. Donc je ne vais pas toutes les citer, hein. Donc il y a effectivement SRSF2, EZH2, TET2, DNMT3A. Il y a des mutations qui ont un impact pronostic assez important, notamment ASXL1 et TP53. Et il y a des mutations qui ont un intérêt au niveau thérapeutique parce qu'on peut cibler avec des thérapies ciblées, notamment les mutations de IDH. Donc voilà. Au niveau... comment j'ai répondu ? Et en fait, effectivement, ces scores vont classer en fait, les myélodysplasies en faible risque. Donc, et en myélodysplasie de haut risque, qui vont en fait nous aider en fait dans les prises en charge thérapeutiques, parce qu'en fait il y a effectivement les différentes stratégies de traitement, mais qu'on va corréler au risque des myélodysplasies. Donc l'allogreffe, effectivement, quand on est en âge et avec sans comorbidité qui contre-indique l'allogreffe, on l'envisage en fait dans les myélodysplasies de haut risque, parce qu'en fait c'est quand même une stratégie qui a des complications qui ne sont pas négligeables. Et dans les myélodysplasies de faible risque, on va se concentrer effectivement, comme ça a été évoqué, sur les corrections des cytopénies, donc des baisses, que ce soit de l'hémoglobine, des plaquettes ou des globules blancs. Très bien. Si vous avez des remarques, vous pouvez... Bon, les cytopénies, ça veut dire baisse des cellules, en fait. Cytopénie, c'est... On baisse les cellules. Et donc les globules rouges, dans notre cas, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, quand on parle de cytopénie. Donc selon la myélodysplasie, parce que les myélodysplasies sont différentes, c'est tout un syndrome, les baisses ne sont pas forcément les mêmes partout, et chez tout le monde. Ouais, non, je pense que c'est vrai que c'est très technique, les myélodysplasies. Mais en fait, je pense que c'est nous, quand on fait un diagnostic de myélodysplasie, quand on fait le myélogramme, c'est-à-dire la ponction de moelle, on va regarder effectivement ce qu'on appelle, je vois que quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'un blast, c'est pour ça que je reprends et c'est la question d'après. On va regarder au niveau de la moelle
combien il y a de cellules immatures. Les cellules immatures, ce sont les blastes, c'est les cellules qui vont après se différencier pour donner des cellules normales. Et ces blastes-là, on en a tous, mais normalement, on en a moins de 5%. Quand on en a trop et que ces blastes n'arrivent plus à se différencier, sont bloqués, et qu'il y en a beaucoup, c'est la définition de la leucémie aiguë. Et dans les myélodysplasies, en général, c'est entre les deux. Et donc, ce pourcentage, il est important parce qu'il fait partie des scores pour voir si vous avez une myélodysplasie de bas risque ou de haut risque. Et quand on parle de bas risque ou haut risque, c'est bas risque à bas risque d'évolution en leucémie aiguë, puisque c'est la complication principale des myélodysplasies. Et haut risque, c'est à haut risque d'évolution, bien évidemment. Donc, ce qui va être important dans ces scores, après, nous, c'est des petits tableaux avec des calculs. Par exemple, le score moléculaire, c'est même un algorithme qu'on ne peut pas calculer nous-mêmes. Il faut qu'on aille sur un petit outil de calcul. Et il y a des points qui sont donnés pour le pourcentage de blast au niveau de la moelle. Donc, selon les scores, 1%, ça va donner tant de points, 5%, ça va donner tant de points, 15%, ça va donner un peu plus de points. Les cytopénies, effectivement, c'est les niveaux de baisse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et pareil, en fait, il y a des scores qui sont attribués. Si on a 50 000 plaquettes, c'est moins bien que si on a 100 000 plaquettes. Et si on a moins de 8 grammes d'hémoglobine et qu'on est transfusé, ça va être moins bien que si on a plus de 10 grammes d'hémoglobine. Et puis, les examens chromosomiques. Alors, moi, je le dis aussi parce que c'est quelque chose que mes patients me disent souvent. Les examens chromosomiques, c'est aussi très important. Ça a un poids. C'est les anomalies chromosomiques qu'on va trouver dans les cellules de la myélodysplasie. Et je précise que ce n'est pas des anomalies chromosomiques qu'on a partout. C'est uniquement dans les cellules malades de la myélodysplasie. Ça, c'est pour répondre aussi à la question héréditaire, c'est-à-dire que les anomalies qu'on trouve des chromosomes anormaux qu'on trouve dans les myélodysplasies, c'est seulement dans les cellules malades. Voilà. Et donc ces anomalies, il y en a qui sont plutôt bonnes, il y en a qui sont plutôt moins bonnes, et ça va apporter des points. Et tous ces points vont faire qu'une fois qu'on a tous ces résultats, ce qui peut prendre un petit peu de temps, notamment pour les études chromosomiques et moléculaires, on va pouvoir dire, voilà, vous avez une myélodysplasie de bas risque parce que le score il est à temps, et ça c'est bas risque. Et dans ces cas-là, la priorité, c'est souvent le traitement de l'anémie, en fait, parce qu'on sait qu'il y a peu de risques d'évolution en leucémie aiguë. Et lorsqu'on a un score pronostic qui est haut, là, la priorité, ça ne va pas tellement être le traitement de l'anémie, bien sûr, on va s'en préoccuper, mais c'est surtout d'éviter que la maladie progresse en leucémie aiguë, et c'est pour ça que les traitements seront différents. Voilà, c'était juste pour... Oui, c'est très bien, je pense que ça vous aide. C'est clair, parce que les termes techniques... Eh bien, oui. C'est un peu du chinois pour nous. C'est très rare en fait. Il y a quelques maladies qui ont été décrites. Il y a quelques cas de myélodysplasie ou leucémie aiguë qui sont héréditaires avec des mutations cette fois-ci qui ne sont pas que dans les cellules de la moelle mais qui sont constitutives. Voilà. Mais c'est très peu fréquent. La plupart des myélodysplasies ne sont pas du tout des maladies héréditaires ni qu'on peut transmettre. C'est très rare. Donc il y a effectivement des familles où il y a des anomalies. Dans ces cas-là, on retrouve des anomalies génétiques très particulières qui sont des maladies assez rares. Parce que, je ne sais pas si je suis concerné, mais j'ai une polyarthrite de naissance et je suis sous immunosuppresseur depuis une vingtaine d'années. J'ai très souvent des baisses de plaquettes et baisses de globules. Je voulais savoir si j'avais à m'inquiéter à un moment ou à un autre. Par rapport à la... Alors, quel rapport là, avec la génétique? En ce moment, je reprends ma chimio, là. Voilà. Ah oui, excusez-moi, je suis Nicolas Simon, je suis le fils de Pascal Simon. Oui. Qui, Non, en fait, je pense que... Alors, normalement, il n'y a pas de prédisposition héréditaire, sauf dans ces cas très particuliers. Donc, ça représente très peu de cas. Et quand on prend un traitement immunosuppresseur, probablement du méthotrexate. Non. Du Roactemra. Voilà, effectivement, il peut y avoir avec certains traitements des baisses des globules rouges plaquettes. Après, il faut faire comme tout le monde. Si les baisses ne paraissent pas normales au médecin qui vous prescrit votre traitement, ça doit de toute façon amener à faire un examen de moelle, clairement. Mais voilà, normalement, ces anomalies, ces maladies héréditaires, c'est très peu fréquent quand même. C'est vraiment très rare. Ok. Voilà qui peut effectivement nous rassurer. Claude demande quels symptômes doivent alerter sur une évolution défavorable de la maladie.
En fait, les symptômes qui doivent alerter, donc c'est les symptômes liés aux cytopénies, donc à la baisse, que ce soit des globules rouges, donc une fatigue plus importante, des difficultés en fait à respirer pour un effort de moins en moins important. Qui est lié à l'anémie, donc la baisse d'hémoglobine, des complications hémorragiques, donc des saignements, d'accord, sur la baisse des plaquettes, d'accord. Donc ça peut être des saignements, des bleus en fait qui se font sans qu'on ait de traumatisme ou sans avoir eu de traumatisme important. Il peut y avoir aussi des saignements de nez ou dans la bouche, d'accord. Et puis sur la baisse des globules blancs, ça se manifeste classiquement en fait par des complications à type d'infection. D'accord, donc notamment de la fièvre et puis des symptômes d'infection, que ce soit pulmonaire ou urinaire. Oui, en sachant que quand vous avez un diagnostic de myélodysplasie, vous êtes de toute façon surveillé régulièrement et que la meilleure façon de dépister l'évolution défavorable de la maladie, c'est les prises de sang. C'est-à-dire que c'est votre hématologue qui va être alerté si vos plaquettes qui ont toujours été à 125 000 passent d'un coup à 50 000 ou si vous n'aviez pas besoin de transfusion et que vous commencez à en avoir besoin de plus en plus souvent, etc. Donc normalement, quand on est diagnostiqué, le suivi, c'est surtout là-dessus et donc ça se voit quand même en général assez facilement. Oui, c'est vrai que peut-être que le plus difficile, c'est d'arriver au diagnostic de la maladie, en fait. Le diagnostic de la maladie, je suis fatiguée, je vais voir mon médecin, et mon médecin généraliste, il me dit, ouais, vous êtes fatiguée. Bon, c'est pas grave, vous avez eu du stress, vous avez eu je sais pas quoi, et il faut faire une prise de sang, en fait. Une prise de sang pour commencer à voir les baisses des globules. La question suivante, comment mesurer son niveau de fatigue et comment se déclenche-t-elle? Ça, c'est pas facile, je pense, comme réponse. Mesurer son degré de fatigue, c'est pas évident. Non, alors ça, vraiment, c'est très compliqué. D'abord, la fatigue, c'est déjà, même chez des gens non malades, quelque chose qui est complètement subjectif. Voilà, on sait que c'est la plainte principale des patients myélodysplasiques, ce qui est normal parce que l'anémie, c'est quand même le symptôme le plus fréquent, donc c'est habituel. Le niveau de fatigue, il va varier de plein d'autres choses, hein. Le niveau de fatigue, il est directement lié au taux d'hémoglobine, ça on le sait. Mais le niveau de fatigue, il va être lié à d'autres choses. En fait, si on bouge peu et qu'on fait peu de sport et qu'on est fatigué par l'anémie et que on a du mal à bouger, on va avoir un déconditionnement musculaire qui fait qu'on va être de plus en plus fatigué. Voilà, si on a d'autres problèmes de santé, des problèmes pulmonaires ou cardiaques, voilà, ça peut jouer aussi un petit peu sur la tolérance à l'effort. Donc c'est une question qui est un peu compliquée. Comment elle se déclenche? En fait, quand même, chez les patients myélodysplasiques, la plupart du temps, la fatigue, elle est complètement corrélée comme normalement au taux d'hémoglobine, donc à l'anémie. Hein. Ouais. Ou au traitement. Ouais. Je dis ça parce que moi, j'avais pas d'anémie en fait. J'avais une leucopénie et je disais à mon hématologue, je lui disais, je suis fatiguée. Il ne me répondait pas. Je suis fatiguée, mais enfin, c'est peut-être l'âge. Enfin, moi, j'étais déjà diagnostiquée avant d'être suivie, etc. Enfin, donc, c'était pas le problème, mais c'est vrai que c'est difficile quand on dit à son médecin, je suis fatiguée. Ici, à quel niveau, quoi? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, moi, je travaillais encore, voilà, etc. C'était un peu normal. Mais enfin, bref, c'est pas très facile comme question. Existe-t-il des aliments déconseillés ou au contraire favorables à une augmentation de plaquettes? Demande Claude. Ça, c'est facile à répondre. Oui, la réponse est simple. Ben non, il n'y a pas d'aliments déconseillés. Voilà. Pardon? Oui, comme vous voulez. Allez-y. À partir du moment où il est décidé d'être greffé, comment ça se passe au niveau du greffon? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend dans une banque? On fera après. Oui, c'est sur l'allogreffe. On a des questions après. Donc là, c'est des questions plutôt générales. Patrick demande quel taux d'hémoglobine doit nous alerter pour demander un rendez-vous au service d'hématologie pour établir un diagnostic? Alors, je ne sais pas si c'est le taux d'hémoglobine qui doit alerter, mais enfin...
En fait, le problème, c'est que l'anémie, ça veut pas forcément dire myélodysplasie, c'est-à-dire qu'il y a plein de causes d'anémie. On peut être anémique parce qu'on saigne, on peut être anémique parce qu'on a une maladie inflammatoire, on peut être anémique pour d'autres raisons. Donc, c'est pas tellement un chiffre d'hémoglobine qui doit alerter pour demander un rendez-vous. Il faut surtout que votre médecin fasse le bilan de cette anémie. C'est-à-dire que quand on a une anémie, donc la définition, c'est une hémoglobine basse, en fait, il y a quelques examens à faire. Simplement pour déjà essayer d'orienter. Voilà. Alors sans rentrer dans les détails, quand les globules rouges sont gros, on va voir s'il n'y a pas une carence en certaines vitamines. Quand les globules rouges sont tout petits, on va chercher s'il n'y a pas une carence en fer. On va regarder les chiffres de réticulocytes, c'est pour voir si la moelle régénère bien ou pas. Et en fonction de ça, on doit s'orienter. Et il y a des critères en fait qui doivent alerter sur la myélodysplasie. C'est une anémie avec des globules rouges un peu gros. On le voit parce qu'il y a le VGM qui est juste sous l'hémoglobine qui est augmenté. Et normalement, les réticulocytes, qui sont les jeunes globules rouges, sont bas parce qu'en fait, la moelle n'arrive pas à en produire. Et sur une anémie macrocytaire, quand on a éliminé une carence en vitamine B9 et B12, normalement, les médecins devraient, censés à ce moment-là, demander effectivement un avis pour rechercher une maladie hématologique. Voilà. Et donc, du coup, c'est plus les caractéristiques de l'anémie que le chiffre. Parce que si vous faites une hémorragie digestive, vous allez avoir 4 grammes d'hémoglobine. Ce n'est pas pour ça qu'il faudra aller voir un hématologue, bien au contraire. Effectivement, ouais, la recherche des carences est importante parce que si on ne fait pas cette recherche et qu'on fait un examen de la moelle, un myélogramme, à ce moment-là, on va avoir des signes de dysmyélopoïèse, qui peuvent évoquer une myélodysplasie, alors que ces anomalies sont liées à la carence. Donc, effectivement, le bilan initial avant d'orienter vers l'hématologue est important. Donc, en fait, en gros, si on a une anémie ou si on demande à son médecin traitant de bilanter cette anémie, c'est le médecin traitant qui doit faire le bilan de l'anémie et c'est normalement le médecin traitant qui doit orienter et penser à envoyer chez l'hématologue. C'est facile quand l'anémie est associée à d'autres anomalies. C'est-à-dire si à la fois une anémie, une baisse des plaquettes, une baisse des blancs, il va y penser. Une anémie isolée, c'est moins évident d'y penser. Mais voilà, normalement, ça fait partie de la formation des médecins généralistes. On a souvent des coups de fil. Nous, en ce moment, on a plus des coups de fil par excès que par défaut. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps des gens qui ont traîné avec des anémies mal explorées. Ça arrive. Mais on a plus souvent des coups de fil pour des anémies qui ne sont pas hématologiques aussi. Donc je pense que là, l'avantage, c'est que par rapport à il y a 10 ou 15 ans, on fait quand même beaucoup plus de bilans sanguins qu'avant. Donc il y a quand même plus de dépistage qui est fait qu'il y a quelques années. Alors, lors d'un parcours de soins, non, ça, c'est un peu compliqué. Les questions de Patrick me paraissent assez compliquées. On ne sait pas qui est Patrick, mais elles sont un peu compliquées. En fait, on y a déjà un petit peu répondu, oui. Donc, Hervé demande quel traitement existe-t-il pour les leucopénies et peut-on assimiler à un SMD peut-on l'assimiler à un SMD pour les leucopénies? Oui, parce que des fois, on peut avoir des leucopénies sans syndrome myélodysplasique. Et l'allogreffe peut-elle guérir définitivement une leucopénie? Donc la leucopénie, c'est la baisse des globules blancs du coup. Au niveau du traitement, donc ça va dépendre bien sûr du risque de la myélodysplasie. S'il n'y a pas de complications infectieuses, en fait on peut, et que c'est une myélodysplasie de bas risque, donc avec un faible risque d'évolution, on peut juste surveiller. Par contre, si c'est une myélodysplasie de haut risque, c'est là qu'on envisage des traitements de la myélodysplasie de type Vidaza comme ça a été évoqué, voire l'allogreffe. Si on est éligible. Après, je sais pas trop, peut-on l'assimiler à une myélodysplasie? Donc pareil, c'est comme l'anémie, on peut avoir d'autres causes de baisse de globules blancs. Donc c'est vraiment l'examen de la moelle qui va nous aider à confirmer le diagnostic de myélodysplasie. Et l'allogreffe, donc du coup, on greffe en fait les cellules souches du donneur, donc un donneur sain, donc du coup qui doit rétablir en fait la production des globules blancs, donc corriger effectivement la leucopénie quand il y a une bonne prise de greffe et il n'y a pas de complications post-greffe. Alors, vu comment la question est posée, quand tu marques la leucopénie, peut-on l'assimiler à un SMD? Il faut vraiment insister sur le fait qu'une leucopénie ne veut pas dire myélodysplasie. On peut avoir une leucopénie pour plein d'autres raisons aussi. Ah ouais. Des médicaments, il y a des leucopénies ethniques qui existent, c'est-à-dire que physiologiquement,
les sujets, notamment africains, ont souvent des blancs un peu bas. Donc, évidemment, on ne va pas s'amuser à faire des myélogrammes à tout le monde. Il y a des leucopénies qu'on appelle de margination ou cyclique, qui ne sont pas des maladies forcément hématologiques, qui sont des choses assez bénignes. Et il y a d'autres causes, d'autres maladies hématologiques qui peuvent donner leucopénie. Donc, leucopénie ne veut pas dire myélodysplasie. Donc, leucopénie ne veut pas dire greffe non plus. Exactement. Donc en fait c'est un parcours, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, il y a des prises de sang, il y a des analyses, il y a des ponctions de moelle et des analyses de cellules, et après il y a un diagnostic, mais il n'y a pas que ça. Alors Laetitia demande, parce que quelles sont les stratégies mises en œuvre ou à prévoir afin de réduire le nombre d'errances et de durée d'errance diagnostique auprès des généralistes en particulier? C'est une question un tout petit peu difficile, mais je pense qu'ils sont formés, les généralistes, enfin moi j'en fus un, sont formés régulièrement. Donc on a une obligation de formation médicale continue. Donc voilà, après il y a toujours des erreurs humaines, ça existe. Je ne sais pas si ça sera moins avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas ça peut toujours exister. Mais il y a aussi des fois des patients qui tardent à venir, etc. Enfin, il y a un peu, enfin bon, à mon avis. Il y a un peu de tout en fait. Moi je sais que quand je suis arrivée dans le département, on a passé notre temps à faire des EPU, c'est-à-dire en fait des enseignements en fait sur la partie hématologie à la demande des médecins généralistes des départements, sur le bilan d'une anémie, etc. Donc c'est des choses qui sont faites régulièrement. Voilà, on a plus nous de demandes par excès que par défaut. Après, ça arrive effectivement de voir des gens qui ont un petit peu traîné. C'est tout à fait possible. Hein. Moi, j'ai vu des gens avec des myélodysplasies qui étaient traités par fer, folate, qui sont ce qu'on donne quand il y a des amies carentielles alors qu'il n'y avait pas de carence. Ça arrive, mais je trouve que c'est de moins en moins fréquent quand même. C'est rare que... En fait, ce qui se passe en plus, c'est que si on ne fait rien, souvent, ça finit par des transfusions. Et donc là, c'est une alerte et donc c'est un pied mis dans en plus par rapport à l'hématologue de l'hôpital. Mais voilà, donc il y a ça. Nous, je sais que comme Franciane aussi, on a des lignes pour que les médecins généralistes puissent nous joindre et nous donner des avis. S'ils hésitent, par exemple, à envoyer un patient, ils peuvent l'appeler en disant « j'ai ça, est-ce que je dois vous l'envoyer ?» Donc, il y a quand même des choses qui existent. Après, on ne peut pas contrôler si les gens utilisent ça ou pas, et puis ni obligés à la formation médicale, mais quand même, la plupart des médecins généralistes ont de la formation continue. Hein. Oui, puis avec les nouveaux moyens de communication, je trouve que le lien entre médecin généraliste et hôpital, une fois qu'on a une adresse mail, ça peut être plus facile. Mais bon, il faut savoir les utiliser. Jacqueline demande comment faire des démarches actives pour intégrer un essai. Elle, dans son cas, c'est l'essai Onuven, dont vous avez entendu parler sur le bulletin. Si vous l'avez lu, c'est le bulletin qui est sorti là récemment. Car je refuse le traitement par Vidaza. Alors, pour intégrer un essai, est-ce que c'est le patient qui est proactif ou pas ? En fait, déjà, il faut que l'essai soit disponible dans le centre. Donc, du coup, effectivement, il est disponible sur Montpellier. Mais en fait, on fait les réunions de concertation pluridisciplinaire, on le fait sur la région avec Nîmes et Perpignan. Donc, du coup, quand il y a des patients qui sont éligibles à ce type de thérapeutique, en fait, on propose qu'ils viennent à Montpellier pour avoir accès au traitement s'ils sont éligibles. Après, il faut être dans les critères. Donc, c'est sur les myélodysplasie de haut risque. Donc, du coup, ça ne concerne pas forcément tous les patients et pas la majorité des patients d'ailleurs. Et donc, en fait, en pratique, l'Onuven, donc c'est l'Onureg. Donc, c'est une sorte de Vidaza en comprimé. Voilà, en comprimé, donc avec les complications infectieuses sur la baisse des globules, que ce soit globules rouges, globules blancs et plaquettes, avec le risque infectieux. Et le VEN, c'est le Venetoclax, qui aussi en comprimé, qui augmente le risque infectieux lié à la toxicité hématologique de ces traitements, en plus, beaucoup plus en fait qu'avec du Vidaza seul, quoi. Donc voilà. Donc normalement, quand même, les dossiers sont discutés au niveau régional. Donc en général, on repère les patients qui sont éligibles et on leur propose, sachant que c'est une étude en fait de phase précoce. Donc en fait, c'est pas du coup,
l'ONUREG est utilisé dans les leucémies aiguës en traitement d'entretien, mais il n'a jamais encore été testé en fait dans les myélodysplasies. Donc du coup en fait il y avait plusieurs phases où en fait il y avait des moments où effectivement on avait des patients qui auraient été éligibles, mais en fait c'était dans des périodes où ils analysaient les premiers patients traités pour voir s'il n'y a pas de signal de toxicité. Donc du coup il y a aussi des périodes où on ne peut pas inclure les patients parce qu'on est dans une phase en fait d'analyse des patients en cours, quoi. Donc pour les protocoles, je pense qu'il y a plusieurs grands groupes de protocoles, mais il y a effectivement des protocoles de phase précoce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les protocoles existent, ne sont pas disponibles partout. Il y a quelquefois des protocoles sur le territoire français qui vont être ouverts que dans 5 centres, par exemple Paris, Toulouse, Marseille, etc., pas forcément en région. C'est souvent des protocoles de précoce, donc qui visent quand même à tester des médicaments. C'est pas des protocoles forcément qui vont donner accès à des médicaments parfaitement validés, mais de toute façon c'est faisable. Il y a des protocoles qui sont ouverts dans certains centres et d'autres non, donc voilà, on discute. Ça peut nécessiter effectivement, si on veut être inclus dans un protocole, du coup de se déplacer. Je veux dire, si nous, ça nous est arrivé d'envoyer des patients à Marseille parce que le centre de Marseille était uniquement ouvert. Ça demande quand même pas mal de déplacements. Et puis il faut aussi être dans les critères d'inclusion, et ça de temps en temps il ne faut pas que les gens soient déçus parce qu'il y a des critères d'inclusion qui sont stricts sur l'état général, les autres problèmes de santé, les antécédents de cancer, etc., qui peuvent freiner et le fait qu'on ne peut pas être inclus. Voilà, puis il y a des phases effectivement où les protocoles sont fermés. Mais après, en fait, globalement, si la démarche, elle peut être soit proposée par le médecin, mais elle peut être demandée par le patient. Si effectivement, par exemple, les infos sont là, la démarche peut être faite et votre médecin hématologue, s'il n'a pas le protocole sur site, peut toujours se renseigner où est-ce qu'il est ouvert et vous proposer de vous orienter. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins simple que quand c'est pas sur centre. Les démarches des protocoles sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que quand c'est des molécules un petit peu nouvelles ou des associations qu'on n'a pas encore fait, ça commence souvent que par quelques centres. Et puis en fait, après, si les études sont positives et montrent que ça apporte un plus, ensuite tout le monde peut y avoir accès. C'est le principe des protocoles. Ça explique que c'est pas ouvert dans toutes les villes de France. Maintenant, les questions vont porter sur la mutation TP53. Lucie et Jacqueline demandent que signifie avoir une mutation TP53 et quelles en sont les conséquences. Donc la mutation TP53, c'est une des mutations qu'on retrouve en fait dans les myélodysplasies. Elle confère quand même, de manière générale et pas spécifiquement aux myélodysplasies, un pronostic qui est quand même moins bon que quand on n'a pas de mutation TP53, sachant qu'il y a des niveaux en fait de seuil de mutation, parce qu'en fait c'est pas toutes les cellules qui sont mutées. Et pareil, hein, quand on parle de mutation, c'est les mutations de la maladie, c'est pas mutation génétique héréditaire, d'accord. Au niveau des c'est des mutations qu'on peut retrouver notamment dans certains types de myélodysplasie, notamment les mutations, les syndromes secs Q-, qui souvent sont associés à une moins bonne réponse au traitement, mais qui n'empêchent pas l'utilisation en fait du traitement par lénalidomide. C'est pas un frein à l'allogreffe, mais pareil. Les résultats de l'allogreffe sont moins bons quand on a une mutation TP53 que quand on n'en l'a pas. Mais pareil, ça dépend du seuil aussi du niveau de mutation. Et elle demande s'il y a un risque de cancer secondaire ou d'évolution vers une leucémie. Un risque plus important quand on a le TP53. La mutation TP53. Oui, parce que le pronostic, oui, quand on parle de pronostic, c'est parce qu'en fait, le risque évolutif, c'est comme on a dit au début, c'est le risque d'évolution en leucémie aiguë, effectivement, qui est quand même plus important. Y a-t-il des avantages et inconvénients de l'utilisation du lénalamide, c'est le Revlimid, dans les traitements spécifiques de SMD, DELQ et TP53? C'est le traitement? Oui. Hein? Ça fonctionne un petit peu moins bien. Il y a eu des petites questions sur le fait pendant un temps de savoir si le Revlimid pouvait favoriser la progression en fait
en leucémie aiguë des patients qui avaient une SMD, mais ça n'a pas été confirmé. Donc, ce que Franciane a dit, voilà, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, ça fonctionne un peu moins bien. Ça, c'est dans les myodysplasies de bas risque. Par contre, la mutation TP53 dans les myodysplasies fait partie en fait des critères aussi de myodysplasie de bas risque dans le score moléculaire, mais effectivement est associé à une évolution plus fréquente et plus rapide en leucémie aiguë. Donc c'est une des mutations de mauvais pronostic, oui, tout à fait. Pourquoi cette forme touche davantage les femmes que les hommes? Je ne sais pas. On ne sait pas. Voilà. D'ailleurs, pour répondre à une autre question que j'avais vue, il y avait quelqu'un qui posait la question sur les SMD. De façon globale, ça touche plus souvent les hommes que les femmes, sauf effectivement le 5Q-. Ouais. Mais on ne sait pas non plus pourquoi. On n'est pas tous égaux. Une diarrhée persistante peut être un effet indésirable du traitement par l'énalidomide. Comment l'éviter? Je te laisse finir sur le lénalidomide. Voilà. Oui, effectivement, ça peut être c'est un effet secondaire assez fréquent, effectivement, du lénalidomide de manière générale, même si on utilise des plus faibles doses, nous, dans les myélodysplasies. Pour l'éviter, déjà, on vérifie qu'il n'y ait pas c'est pas une diarrhée infectieuse. Et puis après, il y a des traitements, ce qu'on appelle symptomatiques, pour traiter les symptômes de la diarrhée, et notamment des traitements classiques qui sont le Smecta et le Tiorfan, mais on peut aussi utiliser du Questran, des fois, qui peut être efficace, et voir l'Imodium, en fait, pour vraiment, quand on n'arrive pas à contrôler avec les traitements classiques. Donc, il y a des traitements. Dans les transfusions, Laurine demande, on sait que plus la fréquence des transfusions est importante, plus le fer augmente. C'est ce qu'on a vu dans le film. Quelles sont les solutions, traitements pour éviter ça et leurs inconvénients, et pourquoi est-ce un problème d'avoir trop de fer dans l'organisme? Alors, on va commencer pour pourquoi est-ce que c'est un problème. Alors, la surcharge en fer dans les myélodysplasies ne vient pas que des transfusions, elle vient des transfusions, mais pas seulement. Elle vient aussi par le mécanisme de la maladie elle-même, qui font que les globules au niveau de la moelle, les précurseurs des globules au niveau de la moelle ne se forment pas bien. Et donc, il y en a certains dont la vie s'écourte au niveau de la moelle. Ça relargue du fer, parce que les globules rouges ont besoin de fer, donc en contiennent. Et normalement, notre fer est recyclé pour fabriquer de nouveaux globules rouges, mais quand on en détruit trop et qu'on n'en produit pas bien, en fait, on a un excès de fer qui se développe, et puis il faut bien le stocker quelque part. Et le stockage, en général, se fait au niveau du foie, et puis, dans le système réticulo-endothélial, mais au niveau du foie globalement, puis après au niveau du cœur. Et puis on le voit au niveau du sang par l'augmentation de la ferritine. Et de ce qu'on appelle le coefficient de saturation, j'en parle parce que je l'ai vu dans d'autres questions. Le coefficient de saturation, c'est celui de la transférine, c'est la molécule qui transporte le fer. Et donc, quand elle est saturée, quand elle est saturée, le coefficient de saturation passe de 20 à 60, 80 ou 100%. Et du coup, il y a du fer libre qui circule et qui va se mettre effectivement de façon schématique au niveau du foie et au niveau du rein. Donc, ce que ça peut donner, en fait, quand ces dépôts se font au niveau du foie et du cœur, pardon, pas du rein. Quand ces dépôts se font, en fait, ça abîme le tissu. Voilà. Et du coup, ça peut donner des fibroses hépatiques, comme des petits équivalents de cirrhose, en fait, mais non alcooliques. Et au niveau du cœur, ça peut donner des insuffisances cardiaques. Donc, il faut quand même que le niveau de fer soit élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Ah oui, il y a un autre mécanisme aussi qui existe, c'est que au niveau des myélodysplasies, il y a aussi un phénomène qui fait qu'on hyperabsorbe le fer intestinal. Voilà. Alors la solution n'est pas de manger sans fer. C'est-à-dire, ça sert à rien de faire un régime où on prend pas de fer, ça va pas servir. Ça sert à rien de boire des tonnes de thé, ni de choses comme ça. C'est pas suffisant en fait. Les mécanismes sont débordés, donc il n'y a pas besoin de réguler particulièrement son régime alimentaire, de se priver de viande rouge si on a envie de manger de la viande rouge. Par contre, ce qu'on peut faire, la première chose qu'on peut faire, c'est que si votre hématologue trouve un traitement déjà efficace pour éviter les transfusions, vous allez moins développer de surcharge en fer. Donc déjà, il y a le traitement de fond de l'anémie, si on arrive à trouver un médicament efficace. Et puis, la deuxième raison, si malgré un traitement efficace ou parce que le traitement ne fonctionne pas et qu'on est régulièrement transfusé, après, il y a effectivement des traitements qui vont chélater le fer, c'est-à-dire que ça va forcer l'organisme à excréter le fer dans les urines et à s'en débarrasser.
Globalement, le traitement qui est le plus utilisé actuellement s'appelle le Lixjade. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est des médicaments qu'on prend en comprimé qui vont faire baisser le fer. Il y a d'autres traitements qui existent, mais qui sont soit moins efficaces, soit beaucoup plus compliqués à prendre, puisqu'en fait, avant d'avoir Lixjade, on avait des traitements qui se faisaient en sous-cutané continu 10 heures par jour, ou en sous-cut direct, mais ça ne marchait pas très bien. Donc Lixjade, c'est quand même le traitement qui actuellement marche le mieux et le plus simple à prendre, avec néanmoins des possibilités d'effets secondaires. Donc il y a des gens qui se plaignent souvent de troubles digestifs, alternance diarrhée-constipation. Ça peut altérer un tout petit peu la fonction rénale, donc ça demande une surveillance de la fonction rénale et du bilan hépatique. Voilà, mais c'est un traitement qui peut être efficace, mais effectivement, il est plus efficace quand on est moins transfusé que quand on est très, très transfusé. Voilà. La chélation du fer, elle devient importante quand on a un certain niveau de ferritine. Donc, les recommandations actuelles, c'est quand on a été transfusé de plus d'une vingtaine de kilos globulaires, donc en gros 10 transfusions. Ou quand la ferritine commence à dépasser les valeurs de 1000, en sachant que les normes de labo, c'est en général, la limite supérieure, c'est plutôt 150-400 en général. Voilà. Et puis le traitement chélateur nécessite quand même qu'on ait un traitement actif, c'est-à-dire qu'en gros, si on a des gens qui ont une maladie très très évoluée, pour lequel les ressources thérapeutiques sont faibles, c'est peut-être pas indispensable de prévoir la chélation du fer qui va donner des médicaments supplémentaires avec éventuellement des effets secondaires. La chélation du fer, c'est une prévision plutôt à moyen terme ou long terme pour éviter les complications. Donc il faut quand même le faire sur une myodysplasie qui n'est pas archi-évolutive. Voilà. Et on fait aussi attention quand il y a un projet de greffe parce qu'on sait que c'est important d'avoir une ferritine pas trop haute en cas de greffe. D'accord. Hervé, lui, a des transfusions et il demande qu'il a l'impression que son taux d'hémoglobine reste en plateau, puis chute brutalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est constaté de façon courante ? Après, c'est soit l'évolution en fait de l'amylodysplasie, donc du coup que les patients ont besoin d'être de plus en plus fréquemment transfusés. Après, on est aussi systématique, être sûr qu'il n'y ait pas de saignement si l'hémoglobine d'un coup chute brutalement, quoi. D'accord. Et à quoi cela sert-il de faire le dosage des rails avant chaque nouvelle transfusion ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait les RAI, donc c'est en fait rechercher des anticorps contre les globules rouges. En fait, ça va pas contre-indiquer la transfusion, parce qu'en fait pour faire une transfusion dans des conditions de sécurité, parce que il y a quand même des complications de la transfusion si elle n'est pas faite dans des conditions de sécurité. Faut déjà effectivement que ce soit le même groupe. On fait des transfusions, ce qu'on appelle phénotypées, pour qu'il y ait le maximum de compatibilité entre les globules rouges transfusés et les marqueurs exprimés par le patient. Et les RAI, c'est des anticorps qui peuvent se développer en cours de transfusion. Donc, c'est des anticorps qui peuvent aller après chez le patient, qui peuvent détruire les globules rouges qu'on va leur transfuser. Donc, il faut qu'on ait des RAI de moins de 72 heures pour qui soient négatives pour transfuser dans des bonnes conditions. Si les RAI sont positifs, ça ne va pas contre-indiquer. C'est juste qu'en fait, on va compatibiliser la transfusion, trouver une poche en fait, qui soit compatible pour le patient. Est-ce pour ça qu'il y a des obstacles à la transfusion en HAD, en hospitalisation à domicile ? Quels sont les obstacles ? Non, c'est plus organisationnel, parce qu'en fait, il faut que l'infirmière soit là du début à la fin. Donc, il faut pouvoir détacher en fait une infirmière au domicile du patient pendant toute la durée de la transfusion. Donc, c'est vraiment une question. Moi, ça fait 15 ans que je bosse dessus, et que c'est un peu l'arlésienne, ça revient tout le temps. C'est très compliqué parce que nous, on préférait. D'abord, ce serait un confort pour les patients. Deuxièmement, ça déchargerait les hôpitaux de jour, comme vous l'avez tous vu, qui sont hyper chargés, et du coup, ça rend les choses un petit peu moins sympas. C'est compliqué à cause des règles sur les transfusions. Donc déjà, au tout début, on nous opposait le fait qu'il fallait qu'un médecin soit présent. Là, maintenant, c'est plus qu'un médecin soit prêt. Alors, vous imaginez, vous avez un médecin qui est à côté de vous pendant 4 heures pendant les transfusions. Ensuite, on a eu le droit que ce ne soit pas un médecin présent, mais joignable. Du coup, on a essayé de travailler avec les HAD. Nous, on a réussi à le faire avec une HAD, pas la deuxième. Et c'est compliqué, en fait. Voilà, pas plus de 2 patients par semaine. C'est 1 kilo un jour, 1 kilo le lendemain.
pas trop loin de leur site ni de l'EFS, parce que sinon, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, en termes de santé, on est aussi un peu obligé de raisonner en socio-économique, enfin en économie de santé. Et donc, vous allez mobiliser une infirmière pour une personne pendant 4 ou 5 heures, là, 2 jours de suite en HAD, le coût d'une HAD pour la sécurité sociale, le coût d'aller chercher les poches et de revenir. Et si en plus c'est quelqu'un qui habite loin de l'EFS, nous on est dans une région où des fois on a des gens à la montagne en fait, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître basique, mais effectivement quand les gens essaient de se transfuser à l'hôpital, l'EFS est juste à côté, les poches arrivent, une infirmière fait plusieurs transfusions dans la journée. Voilà. Et puis il y a la disponibilité des HAD en fait, c'est difficile. Donc nous on arrive à faire effectivement quelques transfusions en HAD. Des fois, on essaie de délocaliser dans des centres qui sont proches. Quand on a des gens qui viennent de la montagne, on travaille quelquefois avec le centre hospitalier de proximité. Mais l'HAD, c'est compliqué à cause des lois sur la transfusion. Il faut que l'infirmière soit là, il faut prendre l'attention à tel moment, etc. Et ça, en fait, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. En fait, on peut pas. On a essayé, mais c'est compliqué. Des questions sur le luspatercept. Le Reblozyl est-il contre-indiqué chez un patient ayant été traité pour plusieurs carcinomes cutanés de ce type au cours des années précédentes? De ce type, de je ne sais pas quel type, plusieurs carcinomes cutanés au cours des années... Oui, c'est moi. Ah oui, j'ai sauté de... Ah oui, il y en a eu. Il y a le PO. Oui, le PO, mais j'ai un peu laissé. Je vais passer au luspatercept. D'accord. À ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication. Bon, voilà. Ancienne, tu as d'autres infos pour le luspatercept? De ce type, il faut l'enlever. Ah oui, d'accord. Pas de contre-indication pour les carcinomes cutanés ou luspatercept. Oui. Le Reblozyl, c'est le luspatercept, c'est le médicament qu'on peut utiliser. Enfin, c'est le médicament qu'on peut utiliser dans certaines formes de myélodysplasie qui ne répondent pas bien à l'EPO. Alors pareil, en fait, là, c'est vrai que ça nous a été présenté comme un médicament qu'on pouvait utiliser après EPO. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ça va changer, mais le luspatercept est utilisé uniquement dans les myélodysplasies qu'on appelle SF3B1 ou sidéroblastique, avec sidéroblaste en couronne. C'est une forme particulière de myélodysplasie, une des moins évolutives, qui est surtout marquée par l'anémie. Voilà. Et pour celle-ci, effectivement, si l'EPO ne fonctionne pas et que les gens sont dépendants des transfusions, on peut utiliser le luspatercept. Je pense qu'il a déjà eu l'AMM pour les autres myélodysplasies, mais voilà, c'est ça. Donc en fait, on va pouvoir l'utiliser dans les autres myélodysplasies de bas risque. Mais pour l'instant, c'est pas encore, c'est pour des problèmes réglementaires, c'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale, mais ça va venir. Donc c'est ce traitement un peu pour l'instant de deuxième intention qui va probablement pouvoir être associé après à l'EPO, utilisé même en première intention par la suite. Et qui était intéressante parce qu'on n'avait que l'EPO jusqu'à présent, et quand les gens échappaient au traitement par EPO, on n'avait pas grand-chose à part les transfusions. Maintenant, ça permettra d'avoir ce traitement-là qui se fait en injection sous-cutanée à domicile toutes les 3 semaines. Et pour l'instant, on a accès, mais juste dans le cadre d'un protocole du GFM, justement, le temps d'avoir l'accès... voilà. Voilà. On peut l'avoir pour les myélodysplasies sidéroblastiques pour l'instant. Voilà. Mais pas pour les autres. Et pas pour les autres. Encore. Sur le VIDASA, Josette pose une question un petit peu spécifique. J'ai une SMD EB1, c'est-à-dire qu'elle est cytogénétique normale avec 4 mutations, dont une mutation JAK2, ce qui ne vous dit rien du tout. Sous VIDASA depuis 2022. Je suis en rémission totale. Un de mes hématologues dit qu'il est possible que JAK2 ait muté à l'envers. Un autre dit que c'est la conséquence du traitement, mais qu'en pensez-vous alors? Je ne sais pas quoi dire. La mutation de JAK2, c'est souvent associé à d'autres types de maladies hématologiques, quand on parle de syndrome myéloprolifératif, donc plutôt une prolifération en fait au niveau de la moelle. Après, on peut avoir ce qu'on appelle des syndromes mixtes, à la fois myélodysplasiques et myéloprolifératifs. Donc après, on n'a pas toutes les caractéristiques, donc savoir si c'était déjà présent avant ou c'est survenu sous traitement, c'est pas forcément une conséquence du traitement, mais ça peut être l'évolution en fait de la maladie. Mais là, ça a l'air d'être plutôt un syndrome mixte, à la fois myélodysplasique et myéloprolifératif.
Alors, le JAK2, normalement, en fait, dans les maladies dans lesquelles on le trouve, ça provoque des polyglobules, donc trop globules rouges. Voilà. Et donc, sur le fait que JAK2 est muté à l'envers, je pense que ça, c'est soit une mauvaise compréhension, soit, voilà, je pense que, voilà, je pense pas. Effectivement, donc, soit c'est pas une myélodysplasie simple, hein, c'est un syndrome myélodysplasique, myéloprolifératif un peu particulier, pour lequel il peut y avoir la mutation de JAK2, elle était là au départ. Mais après, JAK2, ça n'a pas de signification particulière dans les myélodysplasies, ni dans le pronostic, ni dans l'évolution, et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve habituellement. Ouais. Enfin, à moins que j'ai raté un truc. On comprend qu'en fait, les myélodysplasies, c'est plein d'entités différentes et que chacun est un cas particulier et qu'on n'est pas forcément traité comme son voisin et que c'est entièrement normal. C'est un petit peu ça. Hein. Existe pour un même type de myélodysplasie, ça dépend aussi du patient, l'âge, mais aussi les comorbidités, s'il a d'autres problèmes de santé associés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut pas forcément, qu'on transpose pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on discute de chaque dossier en fait de manière collégiale. Il faut savoir que les médecins hématologues sont regroupés au sein d'associations et qui discutent beaucoup entre eux et qu'il y a des réunions très régulières où on parle de ce qui se passe et ça évolue beaucoup. C'est une spécialité en profonde évolution, l'hématologie. Hein. Ouais, l'hématologie, oui. Et puis après aussi, pour être rassuré sur votre prise en charge, en général, vous n'avez jamais un hématologue en face de vous qui décide tout seul ce qu'il fait. Il y a des référentiels de prise en charge. Les dossiers sont tous passés dans ce qu'on appelle des RCP. En fait, normalement, c'est vrai que peut-être pas des myosies, pas des risques standards. Je sais pas tout le monde. Bon. Enfin, en tout cas, il y a des comités de traitement dans lesquels on en discute. Les cas des patients sont enregistrés. Dès que c'est des choses compliquées, référentielles ou qu'on hésite, c'est systématiquement discuté. Donc, sauf cas particulier, ça fonctionne quand même comme ça dans la plupart des centres. Donc, il y a... Oui, c'est ça, ouais. En fait, dans une équipe d'hématologie, vous allez avoir des gens qui vont plus aller... On ne peut pas aller à tous les réunions. Donc, en fait, il y en a qui se forment dans les myélodysplasies, en fait, qui restent à flot. On va aller dans les congrès, écouter les nouveautés, etc. Il y en a d'autres qui vont faire ça dans les lymphomes ou d'autres dans les leucémies aiguës. Leucémies aiguës et myélodysplasie, ça va ensemble. Et dans chaque centre, quand vous avez plusieurs hématologues, quand les discussions sont entre nous, c'est le référent, en fait, qui conseille. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les RCP régionales. C'est vraiment des dossiers d'enregistrement, des traitements qu'on donne aux patients qui sont validés au niveau régional. Et on fait ça avec Nîmes et Montpellier une fois par semaine, voilà, où tous les dossiers sont présentés. Donc quand ça fonctionne comme ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur les traitements qu'on vous propose. Oui, c'est important de le savoir, hein, parce que en fait, quand on a une myélodysplasie, on se sent assez isolé. Le médecin généraliste ne comprend pas toujours non plus et on se sent isolé alors qu'en fait, derrière, il y a une équipe. Il y a une équipe qui vous soigne. Une fois que vous êtes pris en charge dans un centre hospitalier, il y a une équipe qui soigne. Existe-t-il un traitement alternatif à proposer au Vidaza ? Demande Catherine parce qu'elle le refuse. Elle a entendu parler du Zarzio. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, surtout pas de Zarzio. Ça ne va pas du tout aller pour vous. Non, en fait, 10% de blast, ça veut dire que c'est une myositis vraisemblablement de haut risque, donc avec déjà un excès de cellules un petit peu immatures dans la moelle. Le Zarzio, c'est un facteur de croissance des globules blancs qu'on utilise beaucoup en hématologie, mais avec très peu dans les myélodysplasies, avec beaucoup de prudence, parce que comme c'est un facteur de croissance pour les globules blancs, il va aussi favoriser la prolifération des blastes. Donc, si on utilise ça chez quelqu'un qui a déjà beaucoup de blastes, on risque au contraire d'accélérer la progression en leucémie aiguë. Donc, le Zarzio, c'est une très mauvaise idée. Les seules fois où ces facteurs de croissance ont été utilisés, on les a utilisés de temps en temps pendant une période dans les myélodysplasies de bas risque. Les gens qui ne répondaient pas à l'EPO, quelquefois ont testé de rajouter un peu ces facteurs de croissance parce qu'il y avait une étude qui avait montré que ça pouvait augmenter un petit peu la réponse. Et puis en fait, ça a été abandonné parce que la réponse est mineure et peu importante et ça n'a pas été reprouvé, donc on l'utilise quasiment plus. Et même chose, en fait, très rarement chez les gens qui ont des baisses importantes des globules blancs. Toujours pareil, une myélodysplasie de bas risque pour qu'il n'y ait pas cet excès de cellules un petit peu anormal de blast qui font des infections à répétition. Ça peut se discuter, mais c'est très peu utilisé par les hématologues parce qu'en fait, on prend des risques quand on fait ça, plutôt de précipiter l'évolution de la maladie plutôt que d'améliorer les choses. Donc avec 10% de blast, clairement pas. Et je ne sais pas du tout qui lui a parlé du Zarzio, mais c'est une très mauvaise idée. Peut-être sur Internet, parce qu'effectivement, comme elle avait une leucopénie, elle s'est dit que ça allait augmenter ses globules blancs, je pense.
Sylvia est atteinte d'une LMC depuis 2 ans, si je comprends bien, traitée par Vidaza. Et elle a rechuté au bout de 13 mois. Maintenant, elle a une association avec Cytarabine, Venetoclax. Est-ce qu'on connaît bien les résultats de cette association et ça fonctionne bien puisqu'elle a une forte aplasie depuis? Donc la LMMC2, donc c'est leucémie myélomonocytaire chronique. Type 2, c'est parce qu'en fait elle a plus de 10% de blast, donc c'est en fait un état pré-leucémique. Donc effectivement dans ces cas-là, on utilise le Vidaza en première intention. Et classiquement en fait, quand on a une évolution, on traite par Vidaza Venetoclax, mais comme elle a eu 2 ans de Vidaza, donc au lieu du Vidaza, je pense que c'est pour ça que ça a été utilisé plutôt la cytarabine, donc une molécule de chimiothérapie associée en fait au Venetoclax. Il y a effectivement des résultats, mais dans ces cas-là, on essaie de voir. Je pense que ça n'a pas été retrouvé s'il n'y a pas des mutations qu'on peut cibler en fait pour essayer d'augmenter en fait l'efficacité. Et l'aplasie, en fait, c'est plutôt un mécanisme toxique. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Vidaza déjà est toxique. Et induit des aplasies. Et le Venetoclax et l'association des deux vraiment augmente ce risque en fait d'aplasie. Donc c'est la baisse de tous les des globules du sang, hein, donc les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, et dont la principale complication est vraiment les infections. Hein, donc ça augmente le risque infectieux de manière drastique. Et là, en fait, moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand on donne un traitement pour une myélodysplasie de haut risque, qu'on utilise le Vidaza, ou quand la maladie évolue en leucémie aiguë, on peut aussi donner Vidaza Venetoclax. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats des prises de sang ne sont pas forcément corrélés à l'efficacité du traitement. C'est-à-dire que comme ces traitements sont toxiques, ils vont faire baisser globules blancs, globules rouges, plaquettes, on peut avoir l'impression que les prises de sang sont moins bien, avoir des plaquettes plus basses, avoir une hémoglobine plus basse. Ça ne veut pas forcément dire que le traitement ne fonctionne pas et que la maladie évolue. Ce qui est important, c'est vraiment souvent le pourcentage de blast au niveau de la moelle, parce que les traitements étant toxiques, on peut très bien avoir des globules très bas, mais que la moelle réponde bien. Donc il y a des gens qui ont de la chance chez lesquels ça s'améliore, mais il y a des gens qui peuvent avoir la toxicité hématologique du traitement, mais bien répondre quand même au niveau de la moelle. Donc c'est pour ça que là, dire est-ce que son traitement fonctionne, nous on en est incapable, parce qu'en fait peut-être que c'est normal qu'avec ce traitement-là, elle ait des globules qui baissent plus. Hein. Vous faites une chimiothérapie, les globules baissent. Ça ne veut pas forcément dire que le traitement ne fonctionne pas, et ça nous on ne peut pas le savoir. Et je voulais compléter aussi pour Catherine, parce que je n'ai pas répondu à la première question. Un traitement alternatif proposé au Vidaza, j'imagine que si on lui a proposé du Vidaza, c'est une myélodysplasie de haut risque. Actuellement, le Vidaza, ça reste le gold standard et on n'a pas de choses, on n'a pas de traitement qui soit aussi efficace, etc., qui existe actuellement. Donc il n'y a pas d'alternative. L'accueil de Saint-Éloi pour l'instant. Voilà, c'est ça, c'est en constante évolution quand même, mais ça évolue beaucoup. Bon, l'allogreffe. Alors, Laetitia se demande en quoi ça consiste l'allogreffe. Les patients éligibles, on en a parlé, hein, il faut dans le film. L'allogreffe, on en a un petit peu parlé dans le film, ou est-ce que c'est un petit peu nécessaire? C'est une question. Combien il y a de personnes greffées par an en France? Pourquoi? En fait, les greffes, c'est surtout les leucémies aiguës. Donc, il y a beaucoup de greffes pour les leucémies aiguës. C'est quoi, papa, toi? Papa? Ouais? Oui. Pour les myélodysplasies, est-ce qu'on sait... Combien de personnes par an? On ne pourra peut-être pas le dire parce que... Dans l'indication myélodysplasie ou leucémie aiguë? Myélodysplasie, parce que leucémie aiguë, on peut savoir à peu près, parce qu'effectivement, on peut savoir. En fait, les gros centres, en général, font à peu près, je dirais, entre 70 et 100 greffes par an. C'est ça, hein, à peu près, Franciane. Et c'est essentiellement des leucémies aiguës. Ouais, voilà. La partie myélodysplasie de haut risque, c'est beaucoup moins, en fait. Hein. Et combien il y en a, je ne sais pas. Hein. J'ai pas d'idée, mais il y en a très peu, hein, quand même. Hein. Parce que les myélodysplasies, quand même, ça reste une pathologie du sujet âgé. Donc, ça Ah, d'accord. Ça, d'accord, ok. Myélodysplasie, l'âge moyen, c'est 70-75 ans. Donc, quand je dis âge moyen, ça veut dire que la moitié des gens en plus, la moitié des gens en moins. Okay. Donc, souvent, dans les réunions myélodysplasie, on a on appelle ça nous un petit biais de sélection. C'est souvent les gens les plus jeunes qui viennent, parce que les gens très âgés ont plus de difficultés à se déplacer ou moins envie d'avoir des infos sur ce qui va se passer dans 15 ans, peut-être. Voilà. Et donc, ça reste. Et donc, du coup, parmi cette population-là, comme l'allogreffe est un traitement lourd, même si on a tendance à reculer l'âge de l'allogreffe, c'est quand même réservé d'abord qu'aux myélodysplasies de haut risque
et deuxièmement Oui. aux gens qui n'ont pas trop de comorbidité, pas trop de problèmes autres, cardiaques, etc. Et en plus qui ont l'âge pour avoir l'allogreffe. Ça représente une très petite minorité des myélodysplasies. C'est quoi l'âge? Ça veut dire quel âge à peu près? Bah, Maximum. Voilà, on va dire que globalement, l'âge sur le papier, c'est plutôt 65. Et puis après, en fait, en fonction, on n'est pas, c'est pas un âge strict. On va pas dire vous avez 64 ans. Ouais, et ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de l'état physiologique, voilà. Oui. Donc nous, ça nous est arrivé de discuter d'allogreffe en RCP régulièrement pour des gens de 70 ans quand ils sont en forme et qu'il n'y a pas trop de problèmes de santé. Ouais, qu'il y a voilà. quand même une possibilité après d'avoir une vie après correcte pendant C'est surtout un de certain temps. supporter la greffe, parce que la greffe peut être dangereuse, en fait. Ouais, donc bah oui. l'idée, c'est de ne pas faire mourir les gens du traitement aussi. Et donc voilà. Ouais. Et donc, mais globalement, c'est vrai que au-delà de 60, plus. Vous commencez à vous poser des questions après 70 ans? On commence à dire un Non. peu systématiquement. Oui, parce que non, souvent, il y a après des 70 comorbidités, ans. il y a souvent des Les questions, pathologies c'est entre associées. 60 et 70 en général. Quand les gens vont bien, il n'y a pas trop de soucis. Mais au-delà, ça commence à devenir trop toxique, en fait. Alors, nous, on n'est pas greffeuses, toutes les deux. On a juste travaillé dans des centres de greffe, comme Franciane et moi avant. Donc, en fait, les greffeurs, ils ont des outils, en fait, pour estimer le risque qu'on prend quand on fait une greffe en fonction de l'âge, des problèmes de santé. Ils ont des scores, etc. Et ça leur permet de voir s'il vaut mieux proposer ou pas proposer. Ok, donc ils ont leur score. Ouais, ils connaissent oui. bien. Alors moi, je les connais pas en détail, et eux les connaissent un petit peu mieux. Et donc du coup, nous, quand on se pose la question en tant qu'hématologue myélodysplasie, quand on se pose la question, en fait, on pose la question au greffeur. Et quelquefois, ils peuvent voir les patients pour discuter quand c'est un peu limite. Quand l'indication il y est de façon claire et que les gens sont jeunes, pas de souci, c'est vu. Donc du coup, après, c'est le greffeur au final qui prend la décision, avec le patient aussi, parce que les patients peuvent aussi choisir de dire non s'ils trouvent que la procédure est trop lourde ou trop à risque. Ils ont les explications normalement. Oui. Ils ont les explications, oui, effectivement. C'est un choix, si je peux me permettre de parler de mon cas. Moi, l'hématologue, je n'avais pas compris que c'était une myélodysplasie de haut risque. Même si je suis médecin, j'ai fait je ne regarde pas. Et un jour, il m'a dit, là, ça bouge un peu, va falloir... dans votre cas, la seule solution, c'est l'allogreffe. Je me rappelle très bien lui avoir répondu... C'est une option. C'est une option que je ne prends pas. Je vais prendre l'option ça ne va pas bouger. Bon, lui, il n'a pas été du tout. Il est très sympathique, on s'entend super bien. Et la fois d'après, il me dit bon, ça bouge un petit peu. Il ne faudrait pas faire l'allogreffe quand c'est trop tard, parce qu'il faut la faire au bon moment. Vous n'êtes pas dégradé, vous êtes bien. Il faut la faire maintenant. C'est toujours dur de prendre la décision, etc. Alors, je lui dis bon, ok. Et là, il me dit, je lui dis, j'ai quand même 65 ans. Finalement, soit je meurs dans 2 ans, grosso modo, soit je poursuis, mais pourquoi, quoi. Enfin bref, finalement, j'ai fait ma vie, quoi. Et là, il me dit, oui, mais je vous propose une espérance de vie d'une femme normale. Alors, je lui dis 84 ans. Ok, je prends. Banco. Et là, j'ai pris. Et puis après, je me suis dit, en fait, est-ce que toi, tu as décidé, mais est-ce que tes petites cellules, elles sont d'accord? Donc, pour vous parler de mon cas personnel et ce que je conseille à tout le monde, je suis allée faire une séance d'hypnose. Et en hypnose, j'ai demandé à mes petites cellules si elles étaient d'accord. Et il s'est avéré que quand j'étais en hypnose, j'ai choisi le chemin qui faisait « je me soigne ». Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été un sujet. C'est-à-dire qu'une fois que la décision a été prise, elle a été prise. J'ai jamais eu une once de doute, quoi, voilà. Ça a été très bien comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas une décision comme qu'on prend à la légère. C'est pas j'achète une voiture, on se pose la question. Tu as une question? Juste, moi j'ai une question qui est arrivée sur le chat de Lucie, qui nous dit qu'elle est en rémission d'un cancer des ovaires et il est prévu, pas pour son cancer des ovaires, parce qu'elle a une myélodysplasie en plus, une allogreffe. Et elle a peur que l'aplasie fasse augmenter le risque de rechute de son cancer. Donc est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter du risque de rechute lié à l'aplasie
En fait, c'est pas lié à l'aplasie, c'est plutôt lié au traitement immunosuppresseur dont on a parlé tout à l'heure, qu'on utilise dans l'allogreffe pour diminuer le risque de complications post-allogreffe et favoriser la prise de la greffe. Et en fait, quand on envisage une allogreffe après avoir eu un cancer solide, ça peut être aussi du sein ou autre, et ben en fait, on discute avec l'oncologue déjà du pronostic du cancer de l'ovaire et qu'il soit contrôlé au moins pendant une certaine période pour justement être dans une période qui n'augmente pas le risque en fait de rechuter lié à l'utilisation des immunosuppresseurs. Donc c'est vraiment une discussion entre l'oncologue et l'hématologue pour justement diminuer ce risque-là, quoi. On ne le fait pas par exemple dans l'année suivant le traitement du cancer de l'ovaire par exemple. Alors ce qu'elle nous dit, parce que là elle répond en direct sur le chat, elle dit qu'elle a 47 ans et que elle a vu un premier hémato qui lui a refusé directement la greffe. Pour cette raison, parce qu'elle sortait d'un cancer des ovaires, parce qu'elle trouvait que c'était trop risqué, parce qu'elle a également une mutation TP53. Et voilà. Et donc elle a consulté, elle a demandé un deuxième avis qui a priori serait pas le même que le premier. La mutation TP53, c'est sur sa myélodysplasie, j'imagine. Oui. Ouais, ok. Alors, quand on a une mutation TP53 à 47 ans, si on peut, il faut clairement être allogreffé parce que je dirais que c'est un des seuls traitements qui permet d'avoir une réponse sur le long terme. Après, en fait, c'est peut-être aussi des histoires de délai, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, régulièrement, quand on a des patients... Alors, des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est que dans un bilan pré-greffe, on découvre un cancer, par exemple, ça peut arriver. Et alors, dans ces cas-là, en fait, on traite la maladie. En général, on voit avec l'oncologue quelles sont les caractéristiques de la tumeur, effectivement, pour voir est-ce qu'il y a des risques de récidive importants ou est-ce que c'est une maladie qui a de bonnes chances d'être guérie après le traitement. Et je dirais que après, c'est tout un problème de rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que si on considère que la maladie hématologique est grave, eh ben, ça va pousser dans le sens d'une allogreffe. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut vraiment que la communication avec l'oncologue se fasse. Pas toujours facile de communiquer avec les oncologues, mais voilà. Et puis après, il y a des moments où tout dépend du type de la myélodysplasie. Si la myélodysplasie est vraiment dangereuse, voilà, ça peut paraître logique de prendre le risque, mais ouais, c'est pas le moment où les blancs vont baisser qui va être un souci. C'est le fait de prendre un traitement immunosuppresseur, parce qu'on a notre système immunitaire se défend contre les cellules tumorales. Effectivement, quand on donne un traitement immunosuppresseur, on a un petit peu plus de... Ça peut gêner effectivement sur le contrôle d'une maladie tumorale. Mais en général, s'il le propose, c'est que probablement sa maladie est bien contrôlée, sa maladie cancéreuse, le cancer de l'ovaire est bien contrôlé et que les risques de la myélodysplasie sont suffisamment importants pour qu'on prenne un petit risque de ce côté-là. Et je pense qu'effectivement, et puis peut-être qu'il y a eu un petit délai entre aussi la réponse des deux hématologues, c'est-à-dire que plus le délai est long par rapport à la prise en charge du cancer, et plus les greffeurs vont le proposer. Donc des fois, souvent ils nous demandent 6 mois, 1 an, souvent en fait, après le traitement, mais ça dépend beaucoup des caractéristiques du cancer aussi. Hein, ouais. Donc après, on ne pourra pas être plus précis dans son cas en particulier. Et juste par contre, est-ce que vous avez besoin d'explications sur l'allogreffe, comment ça marche et comment ça se fait? Ouais, parce qu'en fait, on parle de l'allogreffe, mais l'allogreffe, on a dit que c'était le seul traitement curatif des myélodysplasies. Globalement, il y a 2 mécanismes par lesquels ça fonctionne. Déjà, en fait, un mécanisme, mais qui est minime, c'est qu'on va détruire la moelle malade de la personne qui va recevoir la greffe et transplanter une moelle saine de quelqu'un, mais c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Ce qui marche surtout, c'est que le système, vous savez que quand on transplante une moelle osseuse, on transplante aussi le système immunitaire de la personne qui donne, puisque notre système immunitaire est porté par les cellules de la moelle osseuse. Et en fait, un certain type de globules blancs, les lymphocytes, ont de façon innée la possibilité de détruire des cellules tumorales. Et donc, comme les cellules qu'on va transplanter vont reconnaître le receveur comme étranger, ils vont aussi reconnaître comme étranger les cellules de myélodysplasie qui pourraient revenir ou persister. Et c'est ce mécanisme en fait qui va permettre un contrôle de la maladie sur le long terme, parce que si jamais il y a un petit peu de myélodysplasie ou un petit blast qui réapparaît,
le système immunitaire du donneur va pouvoir l'éliminer au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ça donne des réponses qui sont en général prolongées et qui sont meilleures que les traitements qui sont uniquement suspensifs qu'on donne, comme le Vidaza, etc. Ça se fait de façon assez simple parce qu'en fait, on va recueillir les cellules de la moelle du donneur en général par une technique de cytaphérèse, c'est-à-dire un peu comme un don de sang ou de plaquettes. On va booster la moelle du donneur. On va pouvoir avoir des cellules les plus immatures de la moelle qui circulent, pouvoir les recueillir et puis les réinjecter sous forme d'une simple transfusion. Mais par contre, effectivement, pour tolérer la moelle et éviter les conflits immunologiques, il y a besoin d'un traitement immunosuppresseur. Donc en pratique, ça se passe effectivement dans une chambre stérile. On va vous faire un traitement très intensif, en général à base de chimiothérapie pour détruire votre moelle osseuse. Et puis juste après, vous réinjectez la moelle comme une transfusion. En fait, c'est juste la couleur est un peu différente. C'est intermédiaire entre des globules rouges et des plaquettes. Voilà, ça se transfuse, donc c'est assez magique parce qu'en fait, moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. On transfuse ça, ça passe dans le sang, ça reconnaît en fait l'endroit d'où ça vient et ça retourne dans la moelle osseuse pour la coloniser. Et 14 jours après, ça redonne des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Voilà, donc c'est le principe. Alors les risques, pourquoi il y a ces risques ? Il y a les risques de conflits immunologiques, c'est-à-dire que effectivement c'est une activité contre la rechute de la maladie, mais ça va aussi avoir une activité contre les cellules du receveur. Donc effectivement, comme dans le petit film, il peut y avoir des manifestations cutanées, digestives, qui font qu'en fait les cellules du donneur vont réagir contre les cellules du receveur. Bon, ça, c'est vrai qu'avec les progrès dans les traitements immunosuppresseurs, c'est un peu moins important, mais c'est une des complications de la greffe. Et l'autre complication, c'est que vous avez un traitement immunosuppresseur, donc vous êtes plus à risque d'infection. Voilà. Et donc, on peut faire des infections standards, des infections virales qui peuvent être dangereuses. Le risque infectieux s'estompe avec le temps, puisqu'avec le temps, en général, on peut diminuer un peu l'immunodépression et les risques de conflit immunologique, c'est maximum au début, mais on peut garder ce problème-là de façon un petit peu chronique. Et tout ça fait que compte tenu de ce qui se passe, et quand on détruit la moelle, on va rester pendant 14 jours au moins sans globules blancs, sans globules rouges, sans plaquettes, en aplasie profonde. Il faut être assez suffisamment costaud pour supporter le risque d'infection et tout ce qui peut s'en suivre. Hein, voilà. Ça, c'est le principe de la greffe. Je te laisse. Et les traitements post-greffe, quelle est la durée des traitements post-greffe ? Ça dépend de la pathologie en fait. Si la maladie est à haut risque, on peut faire des traitements pour éviter la rechute, parce que ça reste une possibilité. Hein. La greffe, on dit que c'est le traitement curateur dans les myélodysplasies, c'est le traitement potentiellement curateur parce qu'on peut aussi avoir des rechutes et donc du coup si on a quand on a des situations de pathologie à haut risque, on peut envisager des traitements en post-greffe pour éviter les rechutes ou carrément si la rechute survient pour traiter la rechute post-greffe. Les chances de réussite, ça dépend si c'est en prévention d'une rechute ou si la rechute est avérée et du type de rechute, si c'est une petite rechute avec peu de cellules immatures ou si vraiment on a une prolifération importante des cellules immatures, donc des blastes dans la moelle. Par rapport aux complications, donc on essaie de limiter effectivement en ayant un donneur le plus compatible possible. Donc, je vois là la question sur les HLA. Donc, on essaie d'avoir un donneur HLA compatible. Donc, en fait, c'est des molécules qui sont exprimées par les globules blancs en fait à la surface des cellules. Et en fait, on essaie d'avoir au moins 10 molécules identiques par rapport au donneur pour limiter les complications. Donc, c'est soit dans la famille, mais ça peut être aussi sur ce qu'on appelle un fichier de donneurs sains qui peuvent être compatibles sur ces 10 molécules-là. Donc ça, voilà. Et Aplo, en fait, c'est qu'on a une compatibilité de moitié. En fait. Donc ça peut être, et c'est essentiellement dans la famille, parce que dans la famille, on a plus de chances effectivement d'avoir un donneur compatible sur les 10 molécules, mais c'est une chance sur 4, pardon. Et donc du coup, on peut avoir par contre juste la moitié de compatibilité, parce qu'en fait, ça se transmet sous forme de bloc en fait. Donc du coup, soit on est compatible sur les 10 molécules, soit juste sur la moitié. Le risque de complication est quand même plus important, mais on arrive de plus en plus à les prévenir, à prévenir les complications avec des traitements qu'on fait en post-greffe
qui ont aussi des complications, mais qui permettent d'envisager ce type de traitement. Et c'est notamment, en fait, comme je vous ai dit, c'est une pathologie du sujet âgé. Chercher dans les frères et sœurs, souvent les frères et sœurs sont aussi âgés, donc ils ne peuvent pas forcément donner. Et en fait, l'avantage d'utiliser des greffes haploïdentiques, en fait, c'est qu'on peut, on peut avoir des donneurs chez les enfants, en fait. Les enfants majeurs, parce qu'en fait, le parent transmet la moitié en fait de ces molécules-là. Enfant majeur et qui n'ait pas de problème de santé, parce qu'un donneur, comme je dis, c'est un donneur sain, il ne faut pas avoir de problème de santé. Oui, après il peut avoir des dérogations, mais c'est exceptionnel, mais normalement c'est vraiment les enfants majeurs. Il y a des dérogations exceptionnelles, notamment dans les greffes des enfants, où on peut prendre à faire une sœur mineure, mais il faut que ça passe devant un tribunal de juge pour enfants ou à une commission particulière. Et pour les adultes, en général, non, pas trop, quoi. Donc, je voulais finir, j'aurais une question par rapport à la famille. Par rapport à la famille. Oui. Allez-y. Voilà, donc moi je suis la compagne de Pascal, qui est sur le programme d'allogreffe, et nous avons donc une fille de 35 ans qui est enceinte, qui va accoucher là incessamment sous peu, et on nous a parlé, mais entre parenthèses, de la possibilité, entre parenthèses, selon le type de myélodysplasie, d'un éventuellement un prélèvement sur le cordon ombilical. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? C'est ça, selon la forme. En fait, les sangs de cordon, en fait, donc on a parlé effectivement des cellules souches. Donc, comme disait le docteur Saigne, donc on récupère en fait comme un don en fait de sang, mais après stimulation pour que les cellules de la moelle passent en fait, les cellules souches de la moelle passent dans le sang. On peut effectivement avoir des cellules souches au niveau du sang de cordon, mais ça de toute façon c'est un don anonyme. Le problème c'est que ces cellules-là elles sont immatures et en fait la prise de greffe est moins importante, la compatibilité est moindre aussi et la récupération au niveau des globules et de l'immunité est plus lente, donc augmente plus le risque d'infection. Donc c'est vraiment, on préfère les greffes haploïdentiques, donc avec 50% de compatibilité, ou même dans la famille avec 50% de compatibilité que les sangs de cordon. Voilà. Alors qu'avant effectivement on l'utilisait beaucoup plus, et depuis qu'on fait des greffes haploïdentiques avec 50% de compatibilité. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, quand on prenait des donneurs qui n'étaient qu'à moitié compatibles, on n'avait pas les mêmes traitements immunosuppresseurs il y a quelques années et le typage HLA n'était pas aussi perfectionné. Donc souvent, on sélectionnait des patients qui n'étaient pas des très bons donneurs. Maintenant, c'est vrai qu'avec les progrès du typage HLA, plus les traitements immunosuppresseurs qui marchent bien, c'est des greffes qui se passent beaucoup mieux. Et donc, c'est devenu beaucoup moins dangereux que de faire une greffe de sang de cordon où les risques infectieux sont très, très importants parce que ces cellules, elles sont vraiment immatures. Elles n'ont pas du tout, elles n'ont pas développé de système immunitaire actif, quoi. Merci pour votre réponse. J'ai ma fille qui accouche dans une semaine et elle est en stress là par rapport à tout ça. Merci. Il faut la déstresser là. Bon, on va arrêter peut-être sur les greffes, à part les GVH. On arrête. Et on va passer aux pistes d'avenir. On évoque depuis quelques temps, demande Hervé, un traitement à base d'arsenic. À qui serait-il destiné? Comment agit-il les effets secondaires? Alors pour moi, je pense qu'il y a une petite erreur sur les renseignements. On utilise le trioxyde d'arsenic dans certaines leucémies aiguës très particulières, les LM3, promyélocitaires, ça marche très bien. Mais par contre, les essais dans les myélodysplasies n'ont pas du tout été concluants, donc c'est pas du tout, on les utilise pas. Yves, Lucie et Hervé demandent, la recherche a-t-elle de nouveaux produits qui seraient susceptibles dans un futur proche de soulager les patients? Quel délai pour en disposer? Ça va être c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des médicaments qui vont sortir, de nouveaux médicaments qui sont en phase d'essai et qui peuvent permettre de... Alors, on va essayer de faire assez synthétique, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, pour moi, après, Franciane, tu compléteras si tu as d'autres infos. Dans les myélodysplasies de haut risque, pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a plein d'études qui ont été faites en faisant, par exemple, le Vidaza venetoclax d'emblée, comme on fait dans certaines leucémies aiguës. Les résultats n'ont pas été très bénéfiques, en tout cas sur les espérances de survie, on va dire. Il y a eu pas mal de médicaments qui ont été testés sans qu'il y ait de choses vraiment révolutionnaires. Voilà. Pour les myélodysplasies de bas risque, par contre, la chose entre guillemets un petit peu révolutionnaire, ça a été le luspatercept, parce que quand même c'est un bon médicament, même si
À l'usage, il y a un peu plus d'effets secondaires que ce à quoi on s'attendait. Et il y a d'autres médicaments un peu pour stimuler la production de globules rouges dans les myélodysplasies de Baris qui sont intéressants. Il y en a un qui est un peu de la famille du luspatercept, voilà, qui semble intéressant, qui n'est pas encore commercialisé, mais on parle des molécules d'avenir, qui a un peu de toxicité, je crois que c'est toxicité digestive, il me semble. Et il y en a un qui est plus intéressant, qui est un inhibiteur de télomérase. Voilà, c'est ça. Alors, son petit nom, il a eu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe, mais il ne devrait pas arriver avant 2026, d'après ce que j'ai compris. Mais par contre, il a l'air intéressant pour des gens qui ne répondent pas ni à l'EPO ni au luspatercept. Et puis, je pense qu'on va bientôt avoir aussi le luspatercept, probablement pour toutes les myélodysplasies bien prochainement. Après, je n'ai pas trop d'autres idées sur des traitements révolutionnaires. Et les carticelles, pour l'instant, c'est pas un traitement. Malheureusement, dans les pathologies myéloïdes, donc que ce soit leucémie aiguë et myélodysplasie, on n'a pas encore. Peut-être qu'effectivement l'IA nous trouvera une cible intéressante, mais pour l'instant, on n'a pas de carticelles développées dans les myélodysplasies. Les carticelles, c'est de l'immunothérapie. On apprend aux lymphocytes du patient à reconnaître les cellules tumorales et les éliminer. Et on en a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé au congrès américain de cancérologie. Ça marche très bien pour pas mal de maladies hématologiques, les lymphomes, etc. Dans certaines leucémies, mais les lymphoblastiques. Et dans tout ce qui est maladies myéloïdes comme les dysplasie, pour l'instant, il n'y a pas de choses très, très intéressantes. Ouais. Et pour l'IA, la marquée en particulier pour l'analyse des données, la seule chose que j'ai vue, moi, là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui disent que l'IA pourrait un peu aider pour mieux affiner le pronostic des personnes. Parce que pour l'instant, nous, on rentre les anomalies dont vous a parlé, chromosomes, mutations, les prises de sang. Mais il est probable que peut-être l'âge, les comorbidités soient importantes. Et je sais qu'il y a des gens qui ont fait des tentatives avec des espèces de bases de données avec l'IA. Et puis les mutations pour essayer de donner le traitement le plus adapté pour chaque personne. Mais pour l'instant, ça reste encore du domaine de la recherche. Et l'avantage de l'IA, c'est vrai que tous les scores pronostiques, c'est vrai qu'on a regardé les différents marqueurs et voir ce qui sortait. Et en fait, l'IA, on peut leur donner des bases de données et en fait, ils vont analyser et faire ressortir ce que nous, on va pas forcément, forcément penser. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant à l'avenir et savoir manier et paramétrer. C'est surtout le paramétrage qui va être important dans l'IA pour que ce soit bénéfique. L'intelligence artificielle, en fait, elle ne marche qu'avec ce qu'on lui donne à manger. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'elle va inventer des choses. Hein. Si on ne rentre pas les données, ça ne marche pas. Hein. Et en fait, on peut avoir des données qui soient intéressantes, mais si on ne les a pas données dans la base, en fait, ça ne va pas ressortir. Quoi. Donc ça reste la limite. On a quand même toujours besoin de l'homme. Écoutez, je pense, avez-vous des questions? Parce que les autres questions sur les associations, on en parlera autrement. On va passer aux questions de la salle, oui. Oui, bonjour, M. Hannequin. Ma femme a une aplasie médulaire de type 3. J'aimerais savoir s'il y a des recherches là-dessus, Voilà. L'aplasie médulaire, en fait, c'est une autre pathologie. En fait, c'est différent des myélodysplasies. On peut effectivement, dans l'aplasie médulaire, avoir des évolutions vers des myélodysplasies, mais c'est une pathologie tout à fait différente, en fait. Actuellement, elle est traitée sous Néoral et oui, immunosuppresseur, tout à fait, ouais. Mais bon, ça ne fait que stabiliser, c'est tout. Alors dans l'aplasie médulaire, en fait, c'est vrai que c'est pas le thème. Les myélodysplasies sont des maladies différentes. Mais bon, voilà. Et après, elle avait au début, on pensait que c'était une myélodysplasie. Au début, c'est ça, ouais. Et ça s'est en orienté. fait, il y a des formes qui sont un peu difficiles à différencier, ouais. Voilà. Et la dernière vraiment une progression dans les aplasies médulaires, c'est le Révolade. Et donc c'est ce qu'elle a déjà, et ça tourne autour de cyclosporine, Révolade ou greffe. Et le Révolade, c'est ce qui a apporté un petit plus ces dernières années. Et à ma connaissance, pour l'instant, c'est les dernières avancées, ouais. Mais après, on est moins des spécialistes de l'aplasie médulaire. On a juste la connaissance des hématologues de base. Mais sachant qu'il y a une RCP, donc la discussion se fait au niveau national, au centre de référence à Saint-Louis. Donc on se connecte régulièrement en visio pour justement... Oui, parce que comme les aplasies sont des maladies rares, là ce sont des maladies pour lesquelles les décisions sont toujours validées, cette fois-ci quasiment au niveau national. Donc en fait on a des réunions, c'est tous les 15 jours, on peut présenter un dossier, parce que des aplasies on en voit 2-3 par an, pas plus. Et donc les traitements sont enregistrés là-bas et on peut refaire appel à eux en cas de besoin.
Bon, on vous remercie beaucoup pour cette réunion qui va arriver à sa fin. On est j'espère que vous avez vu que les hématologues français s'occupent de vous et se réunissent et cette spécialité est en constante évolution. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours repasser par l'association. Tu as une autre question ? Non, c'était juste pour préciser qu'on remercie aussi les 50 personnes qui sont connectées merci à distance, dont des Montpelliérains qui ont craint... oui, c'est vrai que la chaleur est quand même assez importante et on comprend que vous ne soyez pas venus. Il fait très chaud, oui, on vous le confirme. Voilà, merci. Au revoir. Et merci à tous. Merci à vous.